Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, développeurs, constructeurs et promoteurs immobiliers, et en partenariat avec le journal La Tribune. Paris, Rabat, Cergy, Singapour, réjouissez-vous, peuple de la Terre, papa est à la maison. Blanquer le voyageur revient sur ses terres, rentré de ses guerres, de ses batailles, rentré de ses contrées hostiles et lointaines, rentré de ses palais, de leurs ors et de leur splendeur. Et nous, enfants aimants, proclamons l'âme légère et avec la certitude des cœurs vaillants. Bienvenue à l'ESSEC. Heureux le voyageur que sa vie le chérit voit rentrer dans le port au premier feu du jour, qui salue à la fois le ciel et la patrie, la vie et le bonheur, le soleil et l'amour. Le revoilà, le temps d'une soirée, l'élu appelé auprès des puissants. Le revoilà, cet atlas au fardeau qui pour jamais nous dépasse. Le revoilà, celui par qui tant de choses ont commencé, tant d'histoires se sont créées et tant de destins se sont noués. Jour 327 depuis le décollage, et enfin le revoilà qui foule le plancher familier. On voudrait croire que jamais il ne l'avait quitté, ne s'était envolé, ne nous avait oubliés. Mais l'évidence nous frappe. Il est parti. Parti pour de bon, parti pour plus grand, parti pour plus beau, parti pour la République, monsieur, la France, et pas n'importe laquelle. La France de Jean-Michel Blanquer. C'est une belle occasion, ceci dit. Une belle occasion de se dire au revoir. Le jour de votre appel, vous êtes parti bien vite. Vous êtes revenu faire vos adieux un jour où tout le monde était en cours, dispersé de ci, de là. On était tristes, nous. Vous vouliez pas qu'on le sache? Vous vouliez pas qu'on sache que vous partiez? Souchon fredonne, papa ici, mais toujours ailleurs. Bébé au lit, léger mal au cœur. On s'était sentis abandonnés, laissés pour compte. Dans les couloirs, on chuchotait, papa est parti. Et HEC nous demandait même, où est ton papa? Dis-moi, où est ton papa? Et pour qui? Pour Manu. Qu'il aille se le chercher ailleurs, son ministre. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Un père a deux vies, la sienne et celle de son fils, écrit Jules Renard. Nous, on dirait plutôt que vous en avez trois, avec toujours le même point commun, l'éducation. La première de ces vies, c'est l'aventure. La Colombie, la Guyane d'abord, le Val-de-Marne ensuite. Vous êtes successivement chercheur à l'Institut d'études andines, puis recteur des académies de Guyane et de Créteil, avant de devenir directeur général de l'enseignement scolaire pour Luc Châtel en 2009. Vous faites vos preuves, vous testez, vous innovez, vous tentez de transformer l'école initiative après initiative. Internat d'excellence, convention avec Sciences Po, micro-lycée, classes inversées, tutorat, et puis aussi, dit-on, autre innovation de votre part, 80 000 postes de professeurs supprimés par le gouvernement Sarkozy. Cette vie-là s'achève aux portes de Sciences Po. Vous êtes trop à droite, un autre en sera directeur. Mais c'est une seconde naissance. Car en juin 2013, c'est la consécration, le sommet, le pinacle de votre carrière, l'accomplissement pour un homme libre de cœur et d'esprit. Vous devenez directeur général de l'ESSEC. Et ici, pas de problème d'opinion politique, vous pensez bien. Allez, on fait dans le cliché, une école de commerce, on vous accueille à bras ouverts. Après Créteil, à nous de passer à la casserole donc. Vous commencez à vivre pour vos enfants, pour les ESSEC, pour nous en somme. Ce qu'on remarque, c'est que vous êtes un homme occupé, mais jamais fermé à ceux qui vous entourent. Vos responsabilités sont grandes et pourtant, vous savez vous rendre disponible pour vos étudiants. On se souvient par exemple des photos de profil pour les Sacres Rugby Team, des discours prononcés pour le bureau des sports, de votre assiduité pour accueillir les invités des mardis et même Najat Vallaud-Belkacem. À plus grande échelle, vous améliorez la mobilité des étudiants, vous innovez dans les programmes, vous développez l'égalité des chances. Vous êtes le directeur humble, bienveillant, timide, un brin classique qu'on imagine mal venir à l'ESSEC en Piaggio rouge, et pourtant. Et donc, un certain mois de mai 2017, voilà que votre troisième vie débute. Vous quittez ces lieux sans un mot, à peine un regard, à peine un au revoir. Mais l'heure n'est pas au regret ou à la nostalgie. Vous êtes propulsé dans une nouvelle galaxie. Il était temps, en effet, pour vous, de voir plus grand. 12 millions d'élèves, 900 000 enseignants, 64 milliards de budget annuel. Les enfants, papa a eu une promotion.
Homme de conviction, de valeur, vous lancez des projets ambitieux, vous voulez changer le bac, le lycée, vous voulez changer l'école, finalement. On croyait que toucher au sacro-saint bac allait provoquer plus de frissons, que le retour à la méthode syllabique, la refonte de la procédure APB pousserait à la manifestation. Mais il n'en fut point. Votre expérience, votre personne inspire confiance et approbation, là où tant de vos prédécesseurs assumaient leur côté clivant. Cette promotion est une réussite. Vous séduisez bien au-delà de Cergy. Attention toutefois, la roue tourne, finit toujours par tourner. Et ce soir, qu'on le veuille ou non, c'est au titre de ministre que l'on vous reçoit. C'est votre 3e vie que l'on scrute. Ce soir, notre deuil s'achève. Le deuil d'un directeur, le deuil d'un professeur, presque le deuil d'un père. Nous fêtons la naissance d'un homme nouveau, un homme que les rois, les dieux, la chance et la victoire ont reconnu comme l'un des leurs, un homme dur sans jamais être en rage, un homme brave et jamais imprudent, un homme bon qui sait être sage. Un homme digne et populaire, un conseiller des rois, un homme qui médite, observe et connaît sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Un homme de progrès, un homme de tradition, un homme d'éducation, car l'éducation, c'est sa passion, l'éducation, c'est sa vie. Tu seras cet homme, mon fils. Tu seras cet homme, mon père. Tu seras ministre Blanquer. Bon débat à toutes et à tous. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue chez vous. Merci, bonsoir. Vous disposez d'un bref droit de réponse à la présentation qui a été faite de vous par nos 2 jeunes pays orphelins, Julia et Blaise. Non, je n'utilise pas mon droit de réponse, c'était très bien, très poétique. Alors, on est heureux de vous voir ici à l'ESSEC, dans cette école que vous avez dirigée puis abandonnée pour rejoindre Emmanuel Macron. Vous êtes devenu ministre de l'Éducation nationale, vice-président même, disent certains journaux. Alors, on vous voit sur papier glacé, en prime time avec Léa Salamé. On vous a manqué quand même un peu ? Énormément. D'ailleurs, oui, voilà, j'utilise mon droit de réponse quand même. Parce que, évidemment, je suis revenu dans les jours suivants vous dire au revoir, mais c'est vrai que parfois, vous aviez autre chose à faire. Mais en tout cas, j'étais là, bien sûr, et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous m'avez manqué. Et d'ailleurs, vous me manquez toujours. Alors, je suis parti avec Raphaël Muller et Christophe Pacoil, pour ceux qui les connaissent. Donc, il y a toujours des allusions à l'ESSEC, il y a toujours une pensée pour l'ESSEC. Et puis, de temps en temps, certains d'entre vous viennent me voir. Il y a même des étudiants qui me font signe. Ça me fait toujours plaisir. Donc, non, vous êtes dans mon cœur et pour toujours. Même quand je ne serai plus ministre, bien sûr. On va pleurer. Alors, au sein de l'ESSEC, nous, les étudiants, nous savions bien avant votre nomination que vous étiez dans les petits papiers de nombreux candidats. En effet, en 2016, vous publiez votre ouvrage « L'école de demain », qui est votre manifeste pour l'éducation. Est-ce que, nous sommes nombreux à nous le demander, est-ce que l'ESSEC n'était qu'un tremplin pour vous vers la rue de Grenelle ? Non, pas du tout, parce que d'abord, je me projetais toujours dans l'ESSEC plutôt sur 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans que sur quoi que ce soit d'autre. Pas plus que 10 ans, ça c'est sûr. Et que par ailleurs, c'était tout à fait possible que je devienne ministre de l'Éducation, et on en parlait même ouvertement avec certains, mais c'était absolument pas certain, et c'était pas quelque chose qui m'obsédait, c'était quelque chose de possible, parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à ce qui pouvait se faire pour réformer l'éducation, donc c'était du possible, mais les choses ne fonctionnent pas de manière linéaire et certaine. C'est-à-dire que personne ne peut dire je vais être ministre de l'Éducation ou je vais être ministre de l'Économie ou des Affaires étrangères. Ça ne peut pas se planifier, c'est juste une possibilité. Il se trouve que ça s'est concrétisé au travers d'un scénario que finalement personne, pas même Emmanuel Macron, ne pouvait écrire longtemps à l'avance. Donc il y a évidemment rien de certain. Et donc je crois qu'on peut dire que j'étais à 110% à l'ESSEC et que j'ai certainement pas conçu l'ESSEC comme un tremplin, loin s'en faut. D'accord. Donc, oui. Elle est rassurée. Alors, vous avez dit de l'éducation quel était le fil rouge de votre vie. Ce soir, on va parler d'éducation. Donc l'autonomie des établissements, la réforme du bac, la carrière du professeur, l'utilisation des sciences cognitives et du numérique à l'école. Mais avant cela, donc, nous aimerions revenir brièvement sur votre réforme phare qui fait l'actualité, la réforme du bac.
Alors, pour rappel, la réforme du bac prévoit la suppression des filières S, ES et L et la mise en place d'un socle commun fondamental de 8 matières. Vous avez ici un petit, ça c'est l'éducation nationale qui l'a produit, vous devez connaître ce document, et la mise en place donc de spécialités qui seront choisies par les étudiants. Alors, avec la loi OR, la loi orientation pour les étudiants, les universités pourront favoriser certains étudiants qui ont pris telle spécialité plutôt qu'une autre. Et en fait, on ne voudrait pas aboutir à la situation où on a d'un côté les élèves qui n'avaient pas forcément les armes et le savoir pour prendre les spécialités, pour faire des choix de spécialités qui sont éclairés pour le supérieur, et de l'autre, des élèves qui seraient un petit peu laissés pour compte vis-à-vis du supérieur. Surtout qu'on sait que les familles ne sont pas toutes... se battent pas toutes à armes égales en fait, vis-à-vis du supérieur et de ces connaissances-là. Donc comment est-ce que l'éducation nationale compte s'assurer qu'il n'y a pas des inégalités qui proviennent en fait, de cette information ou de ce manque d'information pour certains? Bon, c'est une question très importante, je vais répondre forcément un peu longuement. Ce qui est d'abord important de voir, c'est que le baccalauréat, qui est d'une certaine façon la dernière institution nationale française, commune à une très grande partie de la population, un peu comme l'était le service militaire. Donc on aura peut-être avec le service national universel bientôt de nouveau 2 institutions nationales. Mais le baccalauréat donc, est un indicateur aval du système scolaire. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. C'est-à-dire que, et vous l'avez tous vécu par définition, mais parfois sans bien expliciter tout cela. Autrement dit, c'est un point de repère, un standard de fin d'études qui a un impact énorme sur l'amont, c'est-à-dire sur l'ensemble du lycée, mais aussi sur le collège. C'est pourquoi c'est une réforme du baccalauréat, mais comme vous venez de le dire, au travers de la réforme du baccalauréat, ça a un impact sur le lycée, donc ça devient aussi d'une certaine façon une réforme du lycée. À partir de là, sur tous les sujets, on peut prendre celui que vous venez de prendre ou plusieurs autres, par exemple l'oral du baccalauréat, eh bien, on pourra toujours avoir l'argument de dire attention, est-ce que vous n'allez pas approfondir les inégalités par votre nouveau baccalauréat? Et l'argument inverse est très fort, c'est qu'en réalité, on donne un signal vers l'amont du système qui oblige à lutter contre les inégalités. Je vais donc prendre l'exemple de l'orientation que vous avez pris, mais je commence par l'oral. L'oral, on dit exactement la même chose. On dit vous faites un oral au baccalauréat. Cet oral, on sait que ça peut être discriminant socialement parce que, a priori, les élèves des classes les plus favorisées s'expriment mieux à l'oral que les classes défavorisées. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, se discute un peu. C'est vrai, mais c'est pas vrai à 100%. Mais ce qui est certain, c'est que la compétence orale est une compétence fondamentale dans la vie. Et que si cette assertion est vraie, alors il faut évidemment corriger cela, et très en amont du baccalauréat, parce qu'en réalité, ça commence à l'école maternelle. Donc, on ne doit jamais prendre prétexte d'une inégalité quant au standard final, si je puis dire, pour ne pas faire les choses. C'est même ce genre de raisonnement qui, dans le passé, a pu conduire à accentuer les inégalités. Donc, il faut mettre la barre un peu haut sur tous les sujets et travailler pour que cette barre soit franchissable par tout le monde. Et c'est donc ce qu'on fait aussi en matière d'orientation, puisqu'on va dédier plus de temps à l'orientation. Ce sera vrai au collège, ce sera vrai au lycée. En ce moment même, enfin, ces prochains jours, va se discuter la loi portée par Muriel Pénicaud, mais sur laquelle on a travaillé ensemble, où il va être un peu question d'orientation. Et puis, tout au long des prochains mois, on va muscler en quelque sorte l'orientation dans le système scolaire. Et donc, il ne doit plus y avoir de délit d'initié à l'intérieur du système scolaire. Or, c'est la situation actuelle. On n'est pas en train de changer une situation qui serait bonne de ce point de vue-là. La situation n'est pas bonne, simplement, on retarde l'heure de vérité, et quand elle arrive, il est trop tard. Donc, l'objectif, c'est d'avoir cette lutte contre les inégalités le plus en amont possible. Il y a un autre sujet qui suscite une certaine polémique, c'est au niveau du supérieur. On vous en parle parce que c'est un sujet assez brûlant. C'est la modification du nombre de places disponibles éventuellement dans les filières en fonction des capacités d'insertion de ces filières. Donc en fait, on va adapter le nombre de places dans les filières aux débouchés. En fait, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut toujours prévoir et anticiper les besoins qu'il y aura en termes de formation dans un contexte économique qui est très changeant et très dynamique? Par exemple, est-ce qu'on pouvait prévoir le boom des biotechnologies ou les besoins en data scientist, par exemple, qui émergent depuis quelques années? Si on fait tout le temps, si on indexe toujours le nombre de places dans les formations universitaires sur les débouchés à un instant T, est-ce qu'on est aussi agile et est-ce que c'est la marche à suivre?
Non, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle parfois l'adéquationnisme, et c'est souvent dit de façon péjorative parce qu'on dit que c'est vrai aussi pour l'enseignement professionnel, on ne peut pas prévoir à l'avance l'évolution des métiers, donc ça ne sert à rien de caler des formations sur l'insertion professionnelle possible. C'est vrai, mais on a raison de dire ça, mais il faut faire très attention de ne pas dire l'extrême inverse non plus. C'est-à-dire qu'on sait aussi quand même ce qui peut être très négatif pour les étudiants si on les emmène dans des impasses ensuite en termes d'insertion professionnelle. Donc il faut évidemment une position d'équilibre sur un tel sujet. C'est ce que l'on essaye de faire, avec en réalité beaucoup de places disponibles en France. Il n'y a que 4 filières fondamentalement qui sont en tension. Et le droit à choisir ce que l'on veut est complètement maintenu aujourd'hui. Tout étudiant, tout élève de Terminale de France a le choix. Simplement, il y a plusieurs choses qui ont progressé. D'abord, une réelle explicitation des attendus, ce qui permet là aussi une prise de conscience en amont. C'est beaucoup mieux au mois de janvier de sa classe de terminale qu'au mois de décembre de sa première année d'études de constater qu'en réalité les attendus ne correspondent pas aux compétences qu'on a développées jusqu'à présent. Donc on veut lutter contre l'échec en première année. Et la plupart des élèves vont avoir la satisfaction de leurs premiers vœux, certains de leurs 2 ou 3 premiers vœux, même s'il n'y a pas de hiérarchisation des vœux, mais des vœux qu'ils ont dans leur tête, ils en trouveront satisfaction. Vous le verrez dans quelques semaines. La loi OR est très décriée au sein des universités. Il y en a une dizaine d'universités qui aujourd'hui font grève. Comment est-ce que, justement sur ce principe de la sélection à l'entrée de l'université, vous dites justement qu'il n'y aura pas forcément, que l'étudiant pourra s'orienter de manière très libre. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que les universités, les étudiants de cette université observent, constatent dans cette loi qui pourrait être un danger justement pour cette liberté? D'abord, les étudiants des universités, par définition, ne sont pas concernés par cette décision. Donc, on voit bien que certains y ont surchargé des choses, on va dire. Inversement, on voit que, aussi bien dans les enquêtes d'opinion qu'on peut faire de la population que des lycéens, ils ont très bien compris les progrès que cela peut représenter. Tout le monde était totalement effrayé, effondré par ce qui était devenu dans les dernières années le système APB, avec à la fin le tirage au sort des élèves, ce qui était quand même la chose la plus absurde. Il y a des gens qui pouvaient avoir un bac S mention très bien et qui, par le tirage au sort, n'accédaient pas en médecine, quand quelqu'un qui avait eu un autre baccalauréat pas scientifique au rattrapage pouvait l'avoir par le même tirage au sort. C'est évidemment le système le plus absurde que l'on pouvait avoir. Nous en sommes sortis. Je pense qu'il faut d'abord saluer la performance que ça a représenté. C'est d'ailleurs ma collègue Frédérique Vidal qui était en première ligne pour faire cela, pour créer le système technologique nouveau et surtout les principes qui ont été acceptés, y compris par des organisations étudiantes importantes. La plus importante d'entre elles dans les urnes, c'est la FAGE, qui a contribué à l'élaboration de ce système et qui l'a approuvé, et à juste titre, puisque ce système est en réalité favorable aux élèves. C'est un système qui va contribuer, avec d'autres choses, à ce qu'il y ait moins d'échecs en première année. Et c'est un système qui fait que tout un chacun aura une place dans l'enseignement supérieur, ne l'oublions pas. Simplement, on travaille à ce que, dès l'amont, cette place soit mieux choisie et permette de réussir. Donc vous n'avez pas peur que la contestation s'étende au secondaire? Écoutez, en tout cas, alors, je préfère ne rien dire sur ces sujets parce que ça apparaîtrait comme des provocations ou des incitations à me prouver le contraire. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et que même s'agissant des universités, c'est une petite partie des universités. Et à l'intérieur des universités en question, c'est souvent une minorité, c'est une partie de l'université. Il faut regarder chaque cas particulier. Bien entendu, il faut écouter tous ceux qui ont des choses à dire contre la réforme. Mais enfin, j'observe que c'est encore des discours très généraux, voire très, très éloignés des sujets réellement universitaires. D'accord. Donc, vous déclarez aussi que le lycée, toujours dans cette logique, que le lycée sert à préparer le jeune adulte au supérieur. Pourtant, actuellement, les deux ministères de l'Éducation nationale et du supérieur sont distincts, alors qu'on pourrait imaginer un ministère de l'Éducation unifié, comme l'avait fait votre prédécesseur, Madame Najat Vallaud-Belkacem, excusez-moi. Comment expliquez-vous ce choix? Est-ce qu'on ne se prive pas de certaines synergies? Alors, c'est un sujet qui a connu tous les cas de figure, mais c'est vrai qu'on peut
parfaitement hésiter entre la situation consistant à avoir un ministère de l'Éducation nationale et un ministère de l'Enseignement supérieur, ou un ministère qui rassemble les deux. Vous avez des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Quand ils sont rassemblés, ça crée un certain gigantisme, hein, et ça n'est pas facile à gérer. Et chacun a quand même ses logiques propres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça invite à une très grande coopération, une très grande collaboration entre les deux ministres. Et je crois qu'on peut dire que c'est un des atouts de ce gouvernement que d'avoir des gens qui travaillent bien ensemble, qui sont capables de faire... Vous voyez, je vous ai cité Muriel Pénicaud tout à l'heure. Autrefois, le ministre du Travail ou la ministre du Travail et le ministre de l'Éducation nationale avaient plutôt tendance à trouver des raisons de s'opposer que des raisons de travailler ensemble, parce qu'on oppose apprentissage et enseignement professionnel. Idem sur toute une série de secteurs ministériels. Eh bien, je pourrais vous citer chaque domaine ministériel qui a un rapport avec l'éducation nationale. À chaque fois, nous nous entendons bien et nous sommes capables de casser les silos administratifs. C'est ce qu'on fait, alors, a fortiori avec Frédérique Vidal, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, et on travaille très très bien ensemble, et du coup ça démultiplie les forces, puisqu'on est deux, on est toujours évidemment plus fort à deux que tout seul. Donc à partir du moment où on s'entend bien, c'est une meilleure formule. Comme on s'entend bien, c'est la meilleure formule. Alors, la réforme annoncée en février concernait le bac général et technologique, mais il y a aussi le bac professionnel. Vous travaillez d'ailleurs actuellement à la réforme du bac professionnel, du lycée professionnel. Alors, il faut savoir que le bac pro représente environ 30% des candidats au bac. Ça fait environ 200 000 jeunes qui tentent le bac professionnel. À l'heure actuelle, on peut avoir le sentiment que la filière professionnelle est un peu sous-valorisée en France. Surtout si on regarde des exemples un petit peu à l'international ou en Europe, avec par exemple la Suisse où 60% des bacheliers suivent la voie professionnelle. Je ne vais pas vous l'apprendre, c'est dans votre livre. 60% des bacheliers suivent la voie professionnelle. Elle est prestigieuse et c'est une vraie locomotive économique. Donc, comment est-ce qu'on fait en France pour valoriser cette filière ? Vous avez dit que c'est le théâtre ça doit être le théâtre du numérique, de l'artisanat, du savoir-faire à la française, de la transition écologique. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, c'est un sujet extrêmement important. Je considère en général que c'est mon deuxième sujet le plus important. Je mets même ça devant le baccalauréat et le lycée général et technologique. Dès que je suis arrivé, j'ai dit que ma première priorité, c'était l'école primaire. Et ma deuxième priorité, c'est ce sujet, l'enseignement professionnel. Pourquoi ? Parce que je considère qu'avec ces deux sujets, on a en réalité l'amont et l'aval de ce qui nous permettra d'avoir beaucoup plus d'équité, d'égalité dans notre système. Parce qu'aujourd'hui, de facto, l'enseignement professionnel, trop souvent, malheureusement, est réservé à ceux qui ont finalement eu des mauvais résultats en fin de collège. Et ça n'est, à mes yeux, pas une fatalité pour plusieurs raisons, dont celle que vous avez rappelée, puisqu'effectivement, on voit que c'est différent dans d'autres pays. Alors, parmi les différences qu'il y a avec d'autres pays, il y a le fait qu'en Suisse ou en Allemagne, c'est l'apprentissage qui domine. Donc, c'est même la filière de l'apprentissage. En France, on a une histoire différente, qu'on peut faire remonter à la Révolution française, mais qui, pour plein de raisons, aboutit au fait qu'on a deux systèmes à la fois, et qui sont très intéressants tous les deux. On a l'enseignement professionnel scolaire, les lycées professionnels. Par exemple, les images qu'on voit sont dans un lycée professionnel. Et puis, on a l'apprentissage qui se passe dans les centres de formation par l'apprentissage. Et traditionnellement, on opposait les deux choses. En gros, les lycées professionnels, c'est, pour dire les choses très schématiquement, plutôt défendus par la gauche, l'apprentissage plutôt défendu par la droite et par le MEDEF. C'est évidemment absurde, parce que ni l'un ni l'autre ne sont de droite ou de gauche, et on est typiquement dans un dépassement de clivage que l'élection d'Emmanuel Macron permet. C'est-à-dire qu'on doit faire et l'un et l'autre. Vous avez 320 000 apprentis en France dans le secondaire, donc je n'inclus pas dans ce chiffre les apprentis de l'enseignement supérieur, qui sont sans doute nombreux dans cette salle, et j'en parle souvent, évidemment, et ça a été évidemment un grand sujet, parce que nous voulons montrer que les apprentis de l'enseignement supérieur sont en quelque sorte une locomotive de l'apprentissage. Et donc on arrive à peu près à un peu plus de 400 000 quand on compte ceux de l'enseignement supérieur. Il y a 700 000 élèves dans l'enseignement professionnel. Donc il y a plus d'1 million de jeunes qui sont concernés d'une manière ou d'une autre par l'enseignement professionnel. Cette réalité, nous devons maintenant lui donner toute sa force qualitative. Et mon ambition, qui est évidemment importante, c'est d'arriver à ce que l'enseignement professionnel demain soit, comme vous l'avez dit, aussi prestigieux, et pourquoi pas parfois plus prestigieux même que la voie générale et la voie technologique. Et de ce point de vue-là, avoir été directeur de l'ESSEC, mais extrêmement utile pour le raisonnement.
Parce que lorsque j'étais ici, j'ai accordé, vous le savez, et c'est toujours le cas, je le sais bien, beaucoup d'importance à l'alliance avec l'école centrale et de façon générale avec les écoles d'ingénieurs. Et nous disions les uns les autres en permanence que l'alliance ingénieur-manager est quelque chose de fondamental dans l'économie du futur. Eh bien, vous pouvez transposer le raisonnement dans l'enseignement professionnel. Toutes les formations, d'une certaine façon, se ramènent à des enjeux de transition technologique et à des enjeux de management, des enjeux de bonne gestion. Et l'enseignement professionnel a vocation à former beaucoup d'entrepreneurs, en particulier de jeunes entrepreneurs, même d'artisans, de petites entreprises qui peuvent devenir de grandes entreprises. Et donc ce raisonnement-là va se transposer dans l'enseignement professionnel. C'est le sens de la réforme que j'annoncerai dans quelques semaines. Et on va retrouver des raisonnements qu'on peut trouver en effet dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les logiques de campus, les logiques de thématiques d'avenir. Tout à l'heure, vous avez dit on ne peut pas prévoir tous les métiers, c'est vrai, mais on peut prévoir les compétences qui vont être fondamentales, donc les grandes thématiques d'avenir. Et puis l'innovation pédagogique. Le Fab Lab dans chaque enseignement, dans chaque lycée professionnel et des choses de ce genre. Faire un Harvard du pro ? Oui, c'est l'expression que j'utilise pour bien signifier ça. Il y aura des initiatives, et c'est encore trop tôt pour le dire, mais il y aura des initiatives consistant à avoir des sortes de Harvard du pro, c'est-à-dire des lieux qui font très envie, en plein air, avec un internat, des terrains de sport, avec un centre d'apprentissage, avec un lycée professionnel, avec pourquoi pas un incubateur d'entreprise. Bref, un endroit où vous avez envie d'aller et où à la fin de la troisième, vous irez, non pas parce que votre bulletin scolaire a été bon, moyen ou mauvais, mais parce que vous êtes très attiré par tel sujet qui se trouve dans ce campus. On va passer à votre attrait pour les sciences cognitives. Donc la réforme de la maternelle va voir le jour très bientôt. Vous êtes le Premier ministre à assumer pleinement l'utilisation des sciences cognitives dans votre philosophie de l'éducation, notamment, surtout concernant la petite enfance. Comment appliquez-vous concrètement les sciences cognitives dans les maternelles, par exemple, sans tomber dans un scientisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle tous les cerveaux fonctionnent exactement de la même manière? Oui, alors je suis souvent amené à m'exprimer sur cela, et à chaque fois je suis obligé de commencer par une dénégation par rapport à ce que vous venez de dire, donc je vais le faire encore. Pardon. Et non, c'est indispensable. Parce que, tout simplement, bien entendu, personne, et certainement pas moi, mais personne, je ne connais personne qui prétende, ce serait totalement absurde, qu'on va réaliser tous les actes éducatifs de manière mécanique grâce aux sciences cognitives. Personne. Donc, c'est d'une certaine façon un faux débat. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on utilise toutes les sciences, toutes les disciplines, pour éclairer notre chemin en matière d'éducation. L'éducation, c'est le sujet complexe par excellence parce que c'est le sujet humain par excellence. Donc, chaque individu, chaque personne est particulière, chacun a son chemin, chacun a ses différences, et c'est tant mieux, c'est parfait ainsi. Et pour travailler sur l'éducation, on doit être éclairé par la psychologie, la sociologie, l'histoire, et puis par une science qui est en train d'émerger, ou un panorama, un éventail de sciences qui sont en train d'émerger en ce moment et que l'on regroupe sous l'appellation sciences cognitives, qui inclut les neurosciences, mais aussi qui réinclut la psychologie. Ce qui d'ailleurs est quelque chose d'assez habituel dans l'histoire des sciences. L'histoire des sciences est une histoire de recomposition perpétuelle des différentes sciences, de l'apparition de nouvelles sciences. En général, quand elles apparaissent, d'anciennes sciences s'énervent en disant qui est l'intrus, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir en ce moment. Et or, évidemment, si on est fidèle à l'esprit des Lumières, on souhaite être éclairé par les nouvelles sciences. Barack Obama a lancé, il y a une petite dizaine d'années, un grand programme sur le cerveau. Il n'est d'ailleurs pas le premier à l'avoir fait, mais quand il l'a fait, il y a mis tous les moyens de la puissance américaine. Et il a dit, quelque chose que je trouve très juste, il a dit, le cerveau c'est comme la mer. C'est-à-dire, c'est un continent inexploré, c'est un monde inexploré. Et nous commençons quelque chose de très inconnu. Nous commençons à explorer quelque chose de très inconnu. Ce qui est vrai de la mer aussi. Hein. On sait très bien que les fonds marins sont très méconnus encore aujourd'hui. Eh bien, le cerveau, c'est pareil. On ignore
95% de ce qu'il y a à savoir. Mais on gratte 5%, 6%, 7%. Je ne sais même pas si c'est souhaitable d'aller à 100%. D'ailleurs, je ne sais pas si on y arrivera un jour. Le fait est qu'on en sait davantage. Et que ce serait totalement criminel, mais totalement criminel, de faire comme si on ne savait pas ce qu'on sait. Et d'ailleurs, si la France se mettait dans cette attitude, d'autres pays feraient autrement. Et ça ne comporte pas de danger, ça comporte surtout des opportunités. Parce que le message des sciences cognitives n'est absolument pas un message inquiétant ou anti-humaniste. C'est tout le contraire. Le message des sciences cognitives, ce que les découvertes nous apportent les unes derrière les autres, c'est qu'il y a un potentiel de chaque enfant absolument considérable. Et que si on veut lutter contre les inégalités en particulier, la question du bain de langage, la question de la stimulation émotionnelle de l'enfant pendant les premières années est fondamentale. C'est des choses que l'on savait par la psychologie auparavant, mais de manière moins précise, de manière moins fine et de manière moins prouvée. Donc c'est très important, tout simplement, d'avancer à la lumière des sciences cognitives. Et comment est-ce qu'on les applique concrètement ? Alors, parfois, elles nous permettent tout simplement d'avoir une sorte de vision de l'être humain qui nous est utile. Et parfois, elles n'ont pas d'utilité immédiate. Mais parfois, elles peuvent avoir une utilité directe ou une utilité très directe. Je peux donner plusieurs exemples de ça. Prenons les mathématiques. Ce que Stanislas Dehaene, que donc j'ai nommé président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, a démontré en matière d'apprentissage des mathématiques, c'est qu'un nourrisson de 3 mois a le sens des probabilités. Alors, ça paraît étonnant, mais vous pouvez vous référer à son livre « La bosse des mathématiques ». Toute une série d'expérimentations ont permis de montrer cela. Il y a, et ça permet de relire toute la littérature, y compris ce que Kant disait sur ces sujets d'une manière nouvelle, c'est-à-dire que, en gros, l'être humain naît avec un certain sens mathématique possible et que la familiarité avec les chiffres peut s'accentuer très fortement, d'où l'importance des jeux, des manipulations d'objets que l'on peut faire aux petits, etc. Donc des choses comme ça sont démontrées. Il est donc indispensable d'en tenir compte pour les crèches, dans les conseils qu'on donne aux familles, d'en tenir compte dans les écoles. Tout ceci dans un esprit de bienveillance et je dirais aussi de bonheur pour les enfants. Il ne faut évidemment pas prétendre à partir de ça qu'on va faire une équation au second degré à un enfant de 6 mois. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée, au contraire, c'est de faire des jeux, de la musique. Il y a par exemple une parenté forte entre la musique et les mathématiques. Tous ces éléments qui vont faire un environnement positif de l'enfant peuvent être enrichis à la lumière de ce que nous savons de plus en plus sur le cerveau humain. Et c'est la bonne nouvelle. J'ai l'habitude de dire qu'il y avait 2 conceptions de l'homme qui souvent se sont opposées dans les débats depuis même plusieurs siècles. Une, disons, rousseauiste, disant l'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt, et une hobbésienne disant en gros l'homme naît mauvais et la société va faire ce qu'elle peut pour cadrer cette mauvaise nature. Et finalement, les deux écoles ont cessé de s'affronter. Les sciences cognitives nous permettent de dire une troisième voie, qui est l'homme naît avec un potentiel fantastique. Et devrait faire des maths à l'âge de 3 ans. Et l'éducation va lui permettre de développer cela à l'âge adéquat, chacun prenant son chemin, mais en tout cas d'une manière où nous sommes trop conscients de l'impact de l'éducation pour donner sa chance à chacun, pour ne pas tenir compte de ce que ça nous permet de faire avec chacun. Alors sur un autre sujet, mais qu'on est très content d'aborder avec le ministre de l'Éducation nationale, alors la télévision et l'environnement audiovisuel, on va dire, et plus précisément la télé-réalité. Alors une étude de 2014 d'Alain Lieury, qui est chercheur en psychologie cognitive, a montré que la télé-réalité avait des impacts négatifs sur l'acquisition des connaissances et sur les performances scolaires. En France, bon, la télé-réalité, comme beaucoup de pays européen est très populaire et très regardé surtout par les jeunes. Et donc la question, elle est un peu simple, c'est est-ce que c'est pas un peu frustrant en tant que ministre de l'Éducation nationale d'essayer de construire un système qui soit robuste, une éducation nationale qui soit forte, quand derrière on a des Hanouna et autres Castaldi qui déconstruisent tout? Alors, je pense que c'est une question qui vient bien après la précédente question, puisque la précédente question
amène à se projeter dans le futur, amène à insister sur l'importance des sciences et des technologies. Et vous le faites beaucoup ici, évidemment, et c'est très important. Tandis que votre question m'amène justement à être à montrer une certaine vigilance vis-à-vis des technologies et vis-à-vis, disons, de ce qu'on appelle habituellement la société des écrans. Et je pense qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Il faut dire l'un et l'autre. Et que c'est très complémentaire. C'est pour ça que j'essaye de ne pas me laisser enfermer dans une image ni futuriste ni passéiste, et parfois on essaye de me mettre dans l'une des deux cases. Je pense qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Et que dans ce monde qui va être de plus en plus technologique, nous avons besoin de plus en plus d'humanité. C'est ce que je disais souvent ici même sur des enjeux qui sont ceux de l'ESSEC. Nous avons besoin de contribuer à mettre toujours plus d'humanité pour réussir cette entrée dans une civilisation nouvelle que nous sommes en train de faire. Donc on est dans un moment inédit de l'histoire de l'humanité, avec des opportunités fantastiques. Votre génération peut faire des choses qu'aucune génération avant elle n'a pu faire. Et en étant dans une école comme celle-ci, vous êtes en quelque sorte augmenté dans votre capacité à faire et à l'ESSEC augmenté. Exactement, et à décider de votre avenir, tout simplement, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel dans la vie. On peut souhaiter ça pour le maximum de gens, d'enfants, d'adolescents et de jeunes. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment très important de donner à chacun le bagage dans la vie qui va permettre de discerner. Or, plus ce monde va être technologique, plus ce qui va être décisif, c'est le couple homme-machine. Je pense que c'est cette complémentarité et cette maîtrise de la machine par l'homme qui est fondamentale. Donc il doit y avoir de la formation technologique poussée, parce que ce qui est caractéristique de la société des écrans, et on le voit bien avec le sujet de la télé-réalité, c'est que en réalité, on parle de génération X, Y, Z, etc. Mais en réalité, ce sont souvent des usages très superficiels du numérique ou des écrans qui sont faits. Or, on doit donc former les élèves. C'est pour ça que, par exemple, dans la réforme du lycée, vous avez des disciplines numériques qui apparaissent pour la première fois. Nous allons être un des premiers systèmes au monde où le numérique va être une discipline en tant que telle. Et donc, c'est un enjeu évidemment majeur. Mais pour faire cela, il faut être très attentif à ce que chaque enfant ait une culture générale, un ancrage dans la vie qui ne dépendent pas de la technologie. Et c'est pourquoi j'insiste tant pour qu'à l'école primaire, on fasse attention à ne pas se tromper dans les choix que l'on fait, des choix technologiques que l'on fait. Il est assez démontré qu'il n'est pas bon pour les enfants avant 7 ans d'être au contact des écrans. Ça peut être à petite dose, mais pas à grande dose. Et d'autre part, il est très important de donner à l'enfant, encore une fois, un contact avec la vie concrète qui lui permette de ne pas être dans une sorte de déréalisation de la vie. Donc vous allez intégrer des matières sur le numérique. Est-ce que ces matières comprennent un développement de l'esprit critique de l'enfant ou simplement du code, un apprentissage du numérique comme l'outil ? Il y a toutes ces dimensions à la fois. Donc d'abord, je pense que l'esprit critique, c'est la conséquence de l'ensemble des choses que l'on fait. C'est-à-dire si on réussit à lire, écrire, compter, respecter autrui à l'école primaire, si on réussit, c'était mon sujet tout cet après-midi avec Françoise Nissen, autre illustration d'une coopération interministérielle, c'est la présence de l'art et de la culture quotidiennement à l'école. Si on réussit tout cela, alors, de facto, l'esprit critique vient. Par ailleurs, il peut y avoir de l'enseignement à l'esprit critique, c'est ce qu'on fait par exemple au travers de l'éducation aux médias, mais c'est en quelque sorte ce qui vient couronner cette logique. Et puis, par ailleurs, il faut une connaissance technique. L'exemple le plus fort, c'est le codage, évidemment, qui a vocation à apparaître à l'école primaire. Et cette compétence technique, on doit la relier à d'autres savoirs. Ce qui est toujours un petit peu à regarder de près dans l'éducation nationale, c'est le risque de juxtaposer plein de bonnes choses. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses qu'on a envie de transmettre aux enfants, qu'on peut être tenté de dire il faut et ça, et ça, et ça, et ça. Et à la fin, on crée de l'indigestion et on ne crée pas de cohérence entre cet ensemble. Avec l'introduction du codage dans le système scolaire, ce que je souhaite arriver à faire aussi, c'est à relier ça aux autres savoirs. Et pour moi, le codage, je le relie, et je dis ça, alors qu'ici vous apprenez le codage grâce à Nicolas Glady et quelques autres, le codage, j'ai eu une révélation post-ESSEC sur le codage, je l'ai dit devant Nicolas, c'est que j'étais derrière des enfants qui apprenaient à coder avec des jeux qui sont très bien faits pour ça, des enfants de 8-9 ans, et en les regardant,
je me rendais compte qu'en fait, ils étaient en train de faire de la grammaire de phrase. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de distinguer sujet, en gros sujet, verbe, complément, et puis de le mettre dans le bon ordre pour que ça marche. Et tout ceci renvoyait à du sens logique. Et donc, non seulement ils apprenaient à coder, mais en réalité, ils travaillaient leur sens logique, ce qui est très bon pour l'esprit critique et ce qui est très bon pour d'autres savoirs que le codage. Donc, c'est cette insertion dans une logique d'ensemble qui est importante dans les compétences numériques que l'on va donner. Et je dirais qu'il y a 2 mots-clés qui me paraissent devoir aller avec cette formation des élèves à vivre dans la civilisation technologique. C'est le mot de logique, qu'on utilise finalement trop peu, et le mot de culture. Logique et culture sont un petit peu les outils qu'on peut donner à chacun pour éviter la post-vérité, éviter le complotisme, éviter l'irrationnel et se donner un outil d'esprit critique. D'accord. Vous parlez donc très souvent de lire, écrire, compter, respecter autrui. Le harcèlement, c'est quelque chose de très réel. Par exemple, l'une des critiques énoncées à l'encontre de Cyril Hanouna assez récemment était qu'il banalisait les comportements de harcèlement. Vous vous êtes déplacé le 5 mars à Dijon avec Brigitte Macron pour évoquer la lutte contre le harcèlement à l'école. Quelles sont les actions à mener pour lutter contre ce harcèlement à l'école, pour favoriser ce respect de l'autrui ? Là, ça n'était pas pour la lutte contre le harcèlement. Je ne sais pas pourquoi on fait cette tête-là. Mais quand on s'est déplacé, c'était plus joyeux. D'abord, il faut dire à quel point le harcèlement est un phénomène très important et très grave. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. On peut toujours rétorquer qu'il y a toujours eu du harcèlement, et c'est vrai. Simplement, ça prend une ampleur nouvelle, et puis surtout des formes nouvelles, avec en particulier le cyberharcèlement. Donc on doit se donner des moyens techniques et psychologiques pour lutter contre ce phénomène. Donc le plus important, comme d'habitude, c'est l'immatériel, c'est le psychologique. Autrement dit, ce que nous réussissons à transmettre comme valeur aux élèves. Donc ça va s'accentuer. Quand je dis lire, écrire, compter, respecter autrui, bien entendu, ce respecter autrui englobe la question de la lutte contre le harcèlement. Et auparavant, on disait toujours lire, écrire, compter. Cet ajout de respecter autrui est fait pour marquer les esprits, pour que ça devienne quelque chose de quotidien à l'école et que le respect d'autrui soit en quelque sorte la base du contrat social que l'on cherche à rendre naturel chez chaque enfant. Donc il doit y avoir des interventions sur le harcèlement à l'école. Les professeurs doivent être formés sur ce sujet, et c'est ce qui a donc commencé très fortement. Le sujet du harcèlement est un sujet aile de papillon, c'est-à-dire que vous savez, l'aile de papillon dont le battement finit par être un ouragan. Eh bien, il n'y a pas de petit harcèlement. Papillon, ouais. Dès qu'on constate le phénomène, un adulte de l'établissement qui constate un phénomène de harcèlement doit pouvoir commencer à le traiter. Donc on a toute une série de dispositifs pour créer cela, notamment lorsque j'étais avec Brigitte Macron, j'ai pu annoncer la généralisation des ambassadeurs, autrement dit le fait que dans chaque établissement il y ait dans le futur des élèves en charge de la lutte contre le harcèlement, qui sont attentifs, qui font de la médiation entre les élèves, qui contribuent à cette bonne ambiance qu'on peut souhaiter dans un établissement. Et puis enfin, il y a tout le sujet du cyberharcèlement, c'est-à-dire comment dans le travail qu'on doit mener notamment avec les réseaux sociaux, nous réussissons dans les temps à venir, mais il y a beaucoup de travail à empêcher que les réseaux sociaux soient un outil de harcèlement. Et maintenant, nous allons passer au traditionnel petit jeu des mardis. Moment redouté. Ne vous inquiétez pas, ce sera des questions ouvertes et vous pourrez dire ce qui vous vient et ce qui vous fait plaisir. Tout ira bien. Monsieur le ministre, nous vous proposons de voyager dans le futur, en 2022, après que vos réformes sont passées, et de devenir Jean-Michel, élève de 6 ans, pour son premier jour au CP. Il est 7h, le petit Jean-Michel se réveille, c'est l'heure d'aller à l'école. Une belle journée ensoleillée. Pour Noël, vous avez reçu les fables de La Fontaine. Sur le chemin de l'école, laquelle récitez-vous dans votre tête ? Alors, le laboureur et ses enfants. Pourquoi ? On peut en avoir une. On peut avoir la morale de cette fable. Ah oui, la morale, oui, vous pouvez la voir. La morale, c'est le. Alors, pardon, ça va être d'un classique redoutable. La morale de l'histoire, en gros, c'est que le travail paye. Le laboureur et ses enfants, c'est une histoire où le laboureur dit à ses enfants que lorsqu'il mourra,
c'est très rare une fable de La Fontaine dont les héros sont des êtres humains d'ailleurs. Hein. C'est une des rares où c'est le cas. Enfin, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc il dit à ses enfants qu'il y a un trésor caché dans les champs qu'il possède. Et il meurt. Et ses enfants ne cessent de labourer le champ pour essayer de trouver le trésor. En fait, il n'y a pas de trésor dans le champ, mais le fait de labourer le rend fertile. Et donc bien, c'est le plus grand héritage que le père a donné à ses enfants, c'est de leur apprendre que ce qui compte, c'est le travail pour prospérer. Et donc c'est une belle fable, réellement morale, ce qui n'est pas le cas de toutes les fables de La Fontaine. Alors maintenant, vous êtes, ça y est... J'en profite, puisque vous êtes sur les fables de La Fontaine, j'en profite pour vous dire qu'on va de nouveau en distribuer cette fois-ci à tous les élèves de CM2 de France au mois de juin prochain. Notre question n'est pas étrangère à ça. Petite exclusivité les mardis de l'ESSEC, et qu'à chaque fois, désormais, il y aura un illustrateur moderne, enfin contemporain, actuel, vivant par définition, qui les illustrera. Et sans doute, je ne vais pas le dire ce soir, mais l'illustrateur de cette année va vous plaire. Revenons à notre histoire. Donc vous êtes dans la cour de récré, le maître arrive, vous l'admirez, c'est une enseignante ou un enseignant fabuleux. Vous en rêvez ou vous l'avez connu. Qui est-ce ? C'est la maîtresse que j'ai réellement eue. Ça vous va comme réponse ? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle vous a marqué ? Pourquoi est-ce que c'était... Voilà, pourquoi est-ce que ce n'est pas votre maman ou Parce que j'ai tout simplement, j'ai eu, je crois, c'est un peu personnel, mais j'ai eu au CP, et surtout au CE1, CE2, donc une maîtresse en CP, puis ensuite la même maîtresse en CE1 et en CE2. Et je considère que je dois énormément à ces personnes, notamment celles que j'ai eues en CE1 et CE2, c'est-à-dire 2 années de suite. Tout simplement parce que c'est le moment où j'ai appris absolument les bases fondamentales de ce que j'ai su ensuite. Et par exemple, je crois que j'avais à peu près une orthographe assez correcte à la sortie du CE2 grâce à cette dame. Et c'est vrai que ça m'influence dans ma manière de raisonner, y compris par exemple quand on parle des écoles rurales aujourd'hui. Parce que par exemple, il y a une réalité pédagogique que j'ai vécue personnellement, c'est le fait qu'une classe multiniveau, ça peut être très bon pour les enfants. Vous voyez, par exemple, ce que Maria Montessori dit sur l'école maternelle, c'est que c'est très bien de mélanger petite, moyenne et grande section, parce que vous avez des effets de compagnonnage entre les enfants. J'ai déjà été dans une école maternelle très avancée où un enfant de 4 ans savait déjà lire et lisait des histoires aux autres. Bien, j'ai vécu ça en CE1, CE2, où il y avait ces effets de compagnonnage qui ont été très positifs. Et donc pour vous, les qualités dans l'enseignant idéal sont... D'abord, la première, vous savez, Platon dit que il y a de l'éros dans l'éducation. Hein. La question donc de l'amour est absolument fondamentale en éducation. Et l'amour du savoir, déjà, autre chose que dit Platon, c'est que la première qualité de l'être humain, ce qui caractérise l'être humain dès ses premiers mois, c'est l'étonnement. Et c'est la caractéristique aussi du philosophe. C'est de s'étonner, de se poser des questions, d'être curieux. Et donc la grande qualité que l'école doit avoir, et au travers de l'école, les enseignants, c'est de cultiver cette curiosité, de cultiver la passion. Et on apprend bien ce qu'on aime bien. Et ça a beaucoup de rapport avec la relation qu'on a avec le professeur. Vous savez ce que c'est, y compris à l'ESSEC. Et vous voyez, on vient de faire les assises de la maternelle, comme vous le montriez tout à l'heure. Boris Cyrulnik a développé sa théorie de l'attachement qui vaut surtout pour les petits, et où cette question-là est absolument fondamentale. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a de l'émotion à côté de la cognition, et avec la cognition. Et donc la première des qualités, c'est d'aimer le savoir, donc transmettre une passion du savoir, et aimer ses élèves ou ses étudiants, et transmettre et que ça se voit, que ça se sente. Tout le reste vient avec. Vous vous entonnez avec votre enseignant, avec vos copains, un chant de la République. C'est le début de l'année après tout. Qu'est-ce que vous chantez avec les copains ? Le chant du départ. Le chant du départ, parce que c'était effectivement ce qu'on chantait avec les copains. Je
vous avoue que je ne sais pas trop... Alors, je ne vais pas chanter ce soir. Je suis sûr que vous êtes déjà en train de regarder. Non, c'est assez... alors j'aurais pu vous dire la Marseillaise, mais c'est trop banal. Et le chant du départ, c'est vraiment un chant très allant, républicain, qui date de la Révolution aussi, comme la Marseillaise, et qui est un magnifique chant. Alors, continuons notre petite histoire. Ce matin, après l'option couture, c'est cours d'histoire. Vous allumez votre tablette numérique, on est en 2022. Tiens, vous tombez sur votre figure historique préférée. Qui vous inspire ? Alors, j'ai l'embarras du choix. J'ai beaucoup de figures historiques que j'aime beaucoup. Une seule. Si j'en prends une seule, c'est, je dirais, Bernard Palissy. Parce que Bernard Palissy, ça fait partie des choses qui m'ont frappé aussi quand j'étais enfant, mais Bernard Palissy et vous savez, il y a c'est donc en quelque sorte l'inventeur de la céramique, et il le fait avec cette passion dont je parlais précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il trouve un procédé et il met absolument toute son énergie dans la réalisation de ce procédé. Et je revois une image d'Épinal, justement, quand j'étais enfant, où on le voit brûler tous ses meubles pour tout sacrifier pour sa découverte. Et il y a quelque chose d'assez magnifique dans le fait comme ça de se dédier à quelque chose dont on est persuadé que c'est une avancée. Vous avez ce thème-là, par exemple, dans la recherche de l'absolu chez Balzac. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé d'assez fascinant. Il y a plusieurs personnages historiques qui correspondent à ça. Un exemple type, c'est Christophe Colomb aussi, évidemment, qui est persuadé de quelque chose qui est faux d'ailleurs, mais sa passion, son erreur fondamentale, enfin sa semi-erreur, parce qu'en réalité son idée de départ est bonne, mais même son erreur est en quelque sorte compensée par sa passion. Donc labourer les champs, brûler les meubles. La journée a été longue, vous êtes fatigué et tombé de sommeil. Dans vos rêves, vous imaginez un beau voyage. Où nous emmenez-vous ? En Colombie, forcément. Parce que c'est le pays, parce que c'est un pays que je connais assez bien, même si on ne peut jamais le connaître parfaitement. Et c'est un pays assez méconnu et peu visité, d'ailleurs, ce qui fait partie de son charme. Et donc, quand il y a quelqu'un que j'aime bien, j'ai envie de lui faire découvrir la Colombie. Parce que vous avez le Pacifique, l'Atlantique, la mer, la montagne, les déserts, la jungle, les rivières, les hauts plateaux. Bref, vous avez absolument tous les paysages. Et donc, il y a une diversité de paysages assez unique et vraiment c'est un des plus beaux voyages qu'on puisse faire. De façon générale, dans toute l'Amérique latine, vous n'êtes jamais déçus. Un aventurier. Voilà, il est déjà l'heure de rentrer à la maison. Monsieur Blanquer, retour à la réalité. Vous venez de prendre 47 ans. Alors, maintenant, monsieur le ministre, je vous propose de passer à la pierre angulaire de notre système éducatif, le professeur. Vous placez au centre de vos ouvrages le concept d'effet maître. Qu'est-ce? L'effet maître, c'est un mot peut-être un tout petit peu savant pour dire une chose très simple. C'est de dire que le maître, ici on voit une maîtresse, compte. Le maître est très important. Et ça a été mesuré. Autrement dit, ça conduit à penser que le principal enjeu d'un système scolaire, c'est le recrutement et la formation des professeurs. Donc ça a été parfaitement démontré aussi. Enfin, il y a deux choses qui ont été bien démontrées. Un, c'est l'impact d'un maître ou d'une maîtresse sur sa classe, tout simplement. Deux, c'est le progrès d'un système scolaire en fonction de la qualité de son type de recrutement et de son type de formation. D'accord, donc on parle du prof dans la classe. Maintenant, le professeur dans la société. Le maître a d'abord été la figure de la République conquérante du 19e et du 20e. On peut penser à La gloire de mon père de Pagnol, où il décrit avec déférence son père qui est instituteur. Mais de nos jours, on a parfois l'impression que le statut d'instituteur ne jouit plus du même respect ni de la même reconnaissance. Le rapport Villani, d'ailleurs, sur l'enseignement des mathématiques, évoque une grande souffrance dans le corps enseignant entretenue par la détérioration de l'image de l'enseignant dans la société. À votre avis, d'où cela vient-il ?
Alors, vous avez tout à fait raison de pointer cette question, et je considère qu'il n'y a absolument pas de fatalité à cette réalité que vous décrivez, ou que Cédric Villani pointe. Tout simplement parce qu'il y a des pays où ça n'est pas le cas. Il y a des pays comme la Finlande, par exemple, où le professeur est considéré comme un personnage central dans la société, avec beaucoup de prestige social. La France a très bien connu ça, et en réalité, quand on a parfois une certaine nostalgie de la Troisième République, c'est notamment une nostalgie de cela, c'est-à-dire la position du Sar noir dans la société. Et ce n'était pas seulement une question de salaire, qu'ils n'étaient pas très bien payés, c'était une question de rôle dans l'avenir, dans la transformation, dans l'évolution de la société. Je suis tout à fait persuadé, et c'est même une des choses qui m'anime très fortement, qu'on peut parfaitement inventer ce prestige et cette attractivité et cette force de la fonction de professeur dans la société française du XXIe siècle, et même dans la société mondiale du XXIe siècle, tout simplement parce que je ne crois pas que le professeur va disparaître dans le monde nouveau dans lequel nous sommes en train d'entrer. Il y a des théories pour dire le contraire de ce que je viens de dire, et elles sont évidemment sérieuses et à prendre en compte. Autrement dit, on peut considérer que les MOOC, l'enseignement à distance, les robots, l'intelligence artificielle, toutes ces évolutions feraient disparaître les professeurs. Je pense que c'est le contraire. J'ai dit tout à l'heure que la grande question de notre temps sera le couple homme-machine et la qualité de ce que nous réaliserons comme couple homme-machine. Et je pense que le professeur correspond tout à fait à cet enjeu. C'est-à-dire que plus il va y avoir de la technologie, plus on va avoir besoin d'humanité. On va avoir besoin donc d'un professeur qui est là, qui accompagne l'élève, qui structure son savoir. Je pense que le professeur continuera à transmettre un savoir, parce que ça n'est pas vrai qu'on peut s'instruire uniquement par Wikipédia. On a besoin de quelqu'un qui structure, qui donne du sens, qui motive. Et bien entendu, il peut le faire avec l'aide du numérique, et c'est ce qui se passera. Donc je crois qu'au contraire, dans les années à venir, et c'est vrai d'ailleurs, y compris en termes économiques, hein, c'est vrai d'un point de vue culturel et social et politique, mais aussi d'un point de vue économique, je pense que l'éducation va, comme la santé, avoir un poids de plus important dans le PIB de chaque pays, et que ça va concentrer de plus en plus de l'énergie sociale autour de la question, et donc des professeurs de mieux en mieux formés jouent un rôle fondamental, parce qu'on aura pris encore plus conscience de l'importance de l'enfance et de la bonne formation de tous les enfants d'un pays. Et puis évidemment, il y a tous les enjeux aussi de la formation tout au long de la vie, qui fait que d'une certaine façon, la fonction professorale va s'étendre à beaucoup de gens. On évoquait la reconnaissance sociale et le prestige du professeur. On peut se dire que si ce prestige-là est en berne, ça complique le recrutement de l'éducation nationale. Si on prend si on prend le concours du CAPES, donc qui permet d'enseigner au collège et au lycée, si on prend la session de 2017, il y a eu 7300 postes offerts. C'est la méthode Macron qui vous fait sourire. Il y a donc sur le CAPES, il y a 7300 postes qui ont été offerts en 2017 et il y a eu 6000 admis. Pourtant, il y avait 3 fois plus de professeurs qui sont présentés à l'admissibilité. Donc, est-ce que c'est un problème de niveau à l'heure actuelle qui explique ces postes non pourvus sur des examens et des concours aussi importants que le CAPES? D'où viennent ces postes non pourvus au niveau du CAPES? Alors, il y a plusieurs éléments d'explication, et d'ailleurs la France n'a pas le monopole de ce phénomène. C'est un problème mondial en fait, et particulièrement dans les pays occidentaux, et le phénomène n'est pas le même selon les disciplines que l'on considère. Donc le phénomène que vous décrivez touche notamment les mathématiques et les sciences, dans une sorte de cercle vicieux où vous avez de moins en moins de personnes qui veulent être professeurs de mathématiques et de sciences, donc un problème de baisse de notre capacité à transmettre les savoirs dans la matière, donc moins de personnes susceptibles de devenir professeurs, et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vicieux dont il faut sortir. Et j'ai évidemment bien l'intention d'en sortir. Alors l'explication, c'est d'abord que quand vous avez des compétences en maths et en sciences, très souvent vous avez matière à les exercer de manière mieux rémunérée dans d'autres métiers que la fonction professorale. Et puis ensuite que les conditions de travail, un certain nombre d'éléments font que ça fait moins envie que d'autres métiers. Donc on doit renverser cette situation. Une des façons va être de développer dans les années à venir le pré-recrutement, c'est-à-dire de repérer les talents en maths et en sciences, même dès le lycée, ou en tout cas dès le début de l'enseignement supérieur, pour inciter
des élèves à devenir professeurs. C'est d'ailleurs un système qui a pu exister dans le passé et qu'on peut un petit peu régénérer. On peut aussi arriver à ce que des personnes enseignent pendant une partie de leur vie. D'ailleurs, c'est valable pour vous. Il n'est pas absurde, comme ça se passe parfois dans certains pays, que, en général, à l'ESSEC, on est très bon en maths, par exemple, que vous exerciez pendant quelques années des fonctions de professeur. Il y a aussi beaucoup de seconde carrière. Vous avez des gens qui, à 40 ans, ont envie de donner un nouveau sens à leur carrière professionnelle et qui deviennent professeurs. Il faut se rendre compte que dans l'éducation nationale, les choses sont beaucoup moins rigides que ce que l'on croit habituellement. Et que, par exemple, on peut mener une carrière à l'éducation nationale. On peut être professeur, puis inspecteur, puis chef d'établissement, recteur, ministre. Enfin, tout est possible. Donc, c'est un petit peu cette fluidité que nous devons développer. Mais j'attache beaucoup d'importance à la question du bien-être des professeurs, un peu comme dans n'importe quelle structure. Et on a des marges de progrès considérables à avoir. Justement, concernant la carrière du professeur, actuellement, la carrière du professeur, enfin, sa rémunération du moins, est fonction de l'ancienneté au sein de l'éducation nationale et du type d'établissement dans lequel il a enseigné. Le système actuel se veut méritocratique pour les élèves. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système davantage méritocratique pour les professeurs, qui ne se joue pas seulement à l'ancienneté, mais justement à la qualité du professeur? Oui, bien sûr, évidemment. C'est le genre de choses que je pousse, en effet. Et ça se passerait comment? Comment est-ce qu'on jugerait que tel professeur est plus méritant qu'un autre? Est-ce que ce serait financier? Est-ce que ce serait dans la manière d'enseigner avec des audits ou des inspections? Et comment est-ce qu'on peut un petit peu changer comment est-ce qu'on peut repenser la carrière d'un professeur et rendre ça plus intéressant, plus attrayant peut-être, et rendre ça moins linéaire? Alors, j'ai évidemment une stratégie sur ce point qui passe par plusieurs séquences, mais le point majeur, c'est le changement de la notion d'évaluation dans notre système. En France, on a beaucoup trop souvent, et c'est le cas pour le système scolaire, une vision a posteriori et une vision, disons, sanction de l'évaluation. Et souvent une vision aussi un peu individualiste de l'évaluation. Ce que nous allons changer, c'est le fait d'avoir, notamment dans les missions d'inspection, une dimension beaucoup plus collective de la réussite. Ça renvoie d'ailleurs à notre manière de former les élèves. C'est ce que vous apprenez ici, et c'est ce qu'on doit apprendre dès le plus jeune âge, et c'est ce qui doit caractériser aussi la vie de nos professeurs, c'est qu'on ne réussit pas tout seul, on réussit à plusieurs. Vous voyez, si on prend un établissement qui va mal, par exemple, et récemment j'ai eu à m'occuper de quelques crises, eh bien, on doit avoir un plan sur 4 ans ou sur 5 ans pour la récupération de cet établissement. On doit avoir des professeurs volontaires pour y aller. On doit faire en sorte que cet établissement se mette à aller bien, voire très bien, parce qu'on se sera fixé des objectifs collectifs. Et on va donc réussir tous ensemble ou pas. Et c'est ce tous ensemble qui est extrêmement important. Et donc vous pouvez très bien imaginer que l'évaluation ne soit pas simplement la manière réussie dont vous avez fait cours, vous, personnellement, ce qui est évidemment un point important qu'on doit garder, mais aussi la façon dont vous avez joué le jeu d'une équipe qui a fait réussir les élèves. Et c'est beaucoup autour de ça que vont tourner les prochaines évolutions en matière de gestion des ressources humaines. Donc on a un petit peu parlé de la carrière méritocratique entre guillemets du professeur là, et on aimerait maintenant un petit peu parler des établissements à proprement parler. Vous vous êtes prononcé à de nombreuses reprises en faveur d'une autonomie grandissante et croissante des établissements qui seraient amenés en fait à porter des projets éducatifs intéressants et à forte valeur ajoutée pour les élèves. Donc il y aurait un chef d'établissement qui serait entouré d'une équipe soudée, on va dire, et qui porterait un projet à 5 ans, par exemple. Comment est-ce qu'on met ça en place, et quels seraient les projets qui pourraient être justement portés par ces équipes-là, soudées autour du chef d'établissement sur... L'idée, elle est vraiment très simple. On a 1 million de personnel, il y a à peu près un peu plus de 12 millions d'élèves, c'était très bien dit dans le discours tout à l'heure, et 1 million de personnel, dont 850 000 professeurs. C'est ça les grands chiffres de l'éducation nationale. Si vous décidez tout depuis la rue de Grenelle,
rien ne peut évoluer véritablement. Même si vous mettez beaucoup d'intelligence artificielle et beaucoup d'outils, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut fonctionner que si on libère les énergies des acteurs, tout en garantissant, bien sûr, l'égalité à l'échelle nationale. Donc tout est un sujet d'équilibre entre de la liberté et donc de l'autonomie localement et de l'égalité et donc une certaine unité nationalement. Et c'est ces équilibres-là que j'essaye de faire bouger actuellement. Notamment, là, de nouveau, il y a une dimension technique et une dimension psychologique. Et de nouveau, c'est la dimension psychologique qui est la plus importante. Mon discours permanent, tout le temps, chaque fois que je suis sur le terrain, chaque fois que je parle publiquement, individuellement aux acteurs, j'utilise toujours le mot « école de la confiance » comme étant ce qui rassemble tout ce que j'ai à dire. Et je leur dis, mais n'allez pas imaginer qu'on va vous empêcher de prendre des initiatives utiles pour les élèves. Saisissez-vous des solutions, proposez, et ces solutions, on les évaluera. Peut-être qu'elles se développeront même, qu'elles seront contagieuses. Mais en tout cas, prenez en main les solutions et on va vous soutenir. Ça rejoint donc le point précédent. Ça signifie qu'on doit avoir un projet éducatif. Récemment, j'y faisais allusion tout à l'heure, il y a eu une crise dans un lycée, le lycée Gallieni à Toulouse, qui est un lycée qui avait été détruit par l'explosion AZF, qui a donc été totalement reconstruit il y a quelques années, qui est donc très beau, très bien équipé, qui a un nombre de personnel important, mais qui, depuis quelques temps, depuis 2 ou 3 ans environ, a connu une sorte de dégradation complète, notamment parce qu'on ne faisait pas respecter les règles dans cet établissement, pas suffisamment. Lorsque j'y suis allé, avec tout un travail préparatoire auparavant, on a d'abord évidemment remis la question du respect des règles au centre. Mais au-delà de ça, le travail a surtout consisté à réunir l'équipe, et notamment les professeurs, pour leur dire, eh bien maintenant, quel est le projet d'établissement ? C'est pas moi le ministre, moi le recteur, moi inspecteur d'académie, qui vais vous dire tout ce qu'il faut faire. C'est vous qui devez dire vos rêves, vos constats sur la réalité, vos idéaux, votre manière de faire participer les élèves à tout cela. Et on va vous aider. On va vous aider à faire ça, on va vous aider à le formuler, on va vous aider à le mettre en œuvre. Mais c'est vous qui devez prendre en main ça. Ils étaient, quelle que soit leur tendance syndicale et autres, ils étaient très heureux de cela et tout à fait disposés à le faire. Donc l'autonomie, c'est une opportunité de libérer les énergies, à charge pour le ministère, bien sûr, de garantir que les élèves acquièrent les savoirs qu'ils doivent acquérir au cours de leur parcours. Et donc vous parlez de libérer les énergies. Pour ça, entre guillemets, il faut des moyens pour réussir. Pas des moyens forcément financiers, mais il faut vraiment des moyens au sens premier. Vous avez théorisé un peu le recrutement des établissements sur profil. Donc ça veut dire que les examens et les concours nationaux donneraient juste le droit d'enseigner, et derrière, ce ne serait pas des affectations, il y aura une sorte de marché du travail des professeurs, et les établissements pourraient peut-être recruter des professeurs qui sont vraiment en adéquation avec le projet pédagogique de l'établissement dont vous parlez. On peut faire ça en France, libéraliser entre guillemets le recrutement du professeur. Comment est-ce que vous voyez la chose ? Est-ce que c'est possible que ça arrive dans les années qui viennent, par exemple ? Non, tout est une question d'équilibre. Il faut se garder de certains mots qui font peur dans notre contexte. Je me suis jamais positionné comme quelqu'un qui remettait en cause le service public dans ses grands principes. Tout simplement parce que c'est ma conviction. On a besoin, sur ce sujet comme sur d'autres, d'un véritable service public. On a besoin d'une école de la République, et l'objectif n'est pas une sorte de libéralisation généralisée du système. C'est pas du tout ma conviction et c'est pas du tout ce que je souhaite. En revanche, c'est précisément parce que j'aime le service public, parce que j'aime l'école de la République, que je souhaite lui donner les éléments de dynamisme qui lui permettent de progresser. Et pour cela, il faut un équilibre entre des sujets qui permettent de garantir une certaine qualité et une certaine homogénéité du système. Et de ce point de vue-là, les concours et autres éléments qui existent ont quelque chose de positif qu'il faut savoir garder. Mais face à cela, il faut équilibrer cette logique générale par des logiques d'adaptation permettant parfois de recruter des personnes qui correspondent à un besoin localement. Donc en réalité, juridiquement, c'est déjà possible. C'est en effet ce qu'on appelle les postes à profil, et on doit pouvoir offrir aux établissements la possibilité de recruter plus avec des postes à profil chaque fois que ça se justifie. Et c'est donc ce que l'on va faire. Vous parlez donc d'une forme
déconcentration des pouvoirs, des initiatives auprès des établissements. Aujourd'hui, les établissements les plus autonomes et peut-être les plus innovants, ce sont ceux qui sont donc les établissements privés hors contrat. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Ils sont environ 1300, dont seulement 300 adossés à un culte. Ce sont des établissements qui ne sont pas financés par l'État, qui ne reçoivent pas de subventions et qui possèdent une autonomie pédagogique. Et ces écoles sont simplement tenues de respecter un certain socle de connaissances qui est assez flou. Donc de plus en plus d'enfants les rejoignent. On dénote une croissance de 15%, ce qui est quand même très conséquent. Comment redonner de l'attractivité à nos écoles publiques? Est-ce seulement donner la possibilité aux établissements de mener des projets? Y a-t-il quelque chose d'autre? Eh bien, la réponse est un peu dans la question, parce qu'en effet, tout ce qui m'anime en la matière, c'est de mettre l'école de la République à l'avant-garde de notre pays. Et donc que l'innovation pédagogique se passe à l'intérieur de l'école de la République. C'est des choses que j'ai un peu fait dans le passé. Par exemple, l'expérience un peu connue de maternelle Montessori en zone d'éducation prioritaire. Ce genre de choses, ou les internats d'excellence, ou des choses comme ça, qui, d'une certaine façon, remettent l'école de la République en pointe. Et je le souhaite à une échelle nationale, mais même à une échelle internationale, puisque un des objectifs que je vise, c'est de refaire de la France un pays de référence sur le plan scolaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et par exemple, vous voyez, quand on fait la division des CP à 12, c'est non seulement une mesure pratique pour avoir des classes à 12 élèves dans les territoires les plus défavorisés, mais c'est aussi une mesure pédagogique, parce que derrière ça, il y a toute une façon d'enseigner différente qui se déploie. Et je sais déjà que lorsqu'on aura les premières évaluations de ça, les premiers impacts de ça, il va y avoir un intérêt international pour ce sujet. Et donc c'est aussi quelque chose qui positionne la France dans une sorte d'avant-garde. Et puis cette expérience, elle est à l'avant-garde de tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour 20% des élèves, en réalité, a un impact sur 100% des élèves, parce que ça modifie les pratiques et qu'il y a des contagions positives qui vont se passer à ce titre. Donc c'est comme un cercle vertueux, comme une poussée que l'on fait au travers de ces avant-gardismes au sein de l'école de la République. Donc c'est évidemment ça le point principal. Ensuite, s'agissant du phénomène du hors-contrat, ce que vous avez dit recouvre des réalités extrêmement hétérogènes, du meilleur au pire, et donc il faut là aussi faire preuve de discernement. Le meilleur, il faut le saluer. Des gens prennent des initiatives, font des choses intéressantes, et ça stimule le service public. Et parfois, ça peut correspondre aussi, par exemple, à des publics spécifiques pour lesquels l'initiative de certains a réussi à être plus adaptée que ce que nous réussissons à faire dans le service public. Donc il faut s'en inspirer. Mais en tout cas, pour les handicapés. Par exemple, pour les élèves handicapés, le sujet des élèves intellectuellement précoces, c'est aussi un sujet sur lequel on doit progresser dans l'école de la République, parce que ça conduit à... Enfin, il y a toute une série de dysfonctionnements autour de ces enjeux. De façon générale, disons, la personnalisation des parcours de l'élève doit être beaucoup mieux réussie dans l'école de la République, et c'est ce à quoi nous nous employons. Et certaines initiatives hors contrat sont intéressantes à ce titre. Ensuite, à l'autre extrémité du spectre, vous avez des choses épouvantables qui se passent au titre du hors contrat, des choses inacceptables en réalité. Et c'est tellement peu acceptable que nous venons, la semaine dernière, vous le savez, il y a 10 jours, d'adopter une nouvelle loi. Je suis très heureux de l'adoption de cette loi qui va nous donner un véritable outil juridique qui n'existait pas jusqu'à présent pour mettre un veto à des créations d'écoles hors contrat, par exemple des écoles salafistes ou des phénomènes de ce type qui peuvent exister, qui sont évidemment totalement inacceptables et qui donc désormais ne seront plus acceptés. La loi Gatel. C'est ce qu'on appelle la loi Gatel, tout à fait du nom de Françoise Gatel, la sénatrice qui est à l'initiative de cette proposition de loi. On va parler d'un sujet qui est fondamental, qui sont nos zones prioritaires d'éducation. On a parlé des établissements innovants, Montessori et autres, mais c'est vrai qu'il y a une réalité en France, il y a des zones qui sont en difficulté. Et pour ces zones-là où on a les problématiques les plus complexes à gérer, il semblerait naturel que ce soit les professeurs les plus expérimentés et les plus compétents qui travaillent. Pourtant, les établissements en éducation prioritaire à l'heure actuelle accueillent
ont des populations enseignantes, on va dire, qui sont globalement plus jeunes que les autres établissements. Comment est-ce que vous pouvez faire pour rééquilibrer les choses ou à minima inverser un minimum la tendance et est-ce qu'on peut vous écouter là-dessus ? Alors, ce que vous avez dit, c'est un fait. Et il faut voir, Emmanuel Macron, au cours de la campagne présidentielle, s'est aussi engagé à faire évoluer ce point, notamment à créer des mécanismes incitatifs pour des professeurs plus expérimentés pour venir dans les réseaux d'éducation prioritaire. C'est donc ce que l'on va faire, avec une vision subtile du sujet, puisque le but n'est pas de ne plus avoir de jeunes et n'avoir que des personnes expérimentées. Le but, c'est d'avoir un équilibre. Et dans une communauté éducative, comme dans toute communauté professionnelle, c'est très important d'avoir une grande mixité des sexes, bien sûr, des âges, de façon à avoir un groupe qui a une dynamique plus forte. Donc c'est cela que l'on doit viser, c'est cela que l'on va viser, non seulement par des mécanismes de primes qui permettent de faire cela, mais aussi par des mécanismes d'incitation au travail en équipe, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On doit pouvoir proposer à un groupe de professeurs d'aller ensemble dans un endroit avec un projet éducatif qu'ils ont. On doit aussi avoir une attention particulière au bien-être des professeurs en réseau d'éducation prioritaire. Donc c'est la question du logement, c'est la question de la sécurité garantie. C'est tous ces sujets-là qui entourent l'action du professeur qui vont progresser. Ce n'est pas un sujet facile, mais il va y avoir une réforme de l'éducation prioritaire dans quelques mois. Et cette réforme sera inspirée de cette façon. Qui poussera justement les enseignants à rester davantage en zone prioritaire, contrairement à ce qui est... Parce qu'il y a aussi le sujet de l'instabilité de l'équipe éducative, on va dire, dans ces zones prioritaires, et on sait que c'est très mauvais en fait pour les élèves d'avoir des équipes pédagogiques qui tournent tout le temps. Vous parlez d'une durée de 5 ans par exemple pour on va dire tous les échelons quasiment de l'éducation nationale. On ne sait pas si ça vous concerne aussi du coup, mais l'idée c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un petit peu plus de stabilité dans les zones d'éducation prioritaire, parce que c'est fondamental pour les enfants. Oui, il y a des collèges en réseau d'éducation prioritaire où la personne la plus ancienne dans l'établissement, c'est l'élève de 3e. Ça existe, malheureusement, très souvent. Et cette circulation n'est pas bonne. Et donc, c'est cela qui doit changer. Donc, oui, à des mécanismes de stabilisation, des mécanismes qui encouragent à rester. Par exemple, si on propose des logements gratuits ou très peu chers à des professeurs conditionnés à une certaine durée de présence. Mais surtout, tout ce que l'on peut faire de plus efficace tournera autour de l'affectio societatis. On ne peut pas forcer les gens à quoi que ce soit, ça ne marche jamais. Ce qui marche, c'est l'envie. Fort heureusement, ça existe déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la passion de ce qu'ils font et qui restent dans un collège REP parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce qu'ils voient progresser les élèves et parce qu'ils aiment ça. Ça existe fortement. Simplement, ça doit devenir beaucoup plus général et on doit en effet arriver à la stabilisation des équipes par toute une série de dispositifs qu'on va déployer dans les temps futurs. Et est-ce qu'on continuerait du coup à toujours pousser les enseignants les plus jeunes à se diriger vers les zones prioritaires, d'éducation prioritaire ? Non, on doit avoir un équilibre là-dessus. Il ne faut pas que tous y aillent, il ne faut pas qu'il n'y en ait aucun, il faut que ce soit un mélange et que ce mélange corresponde aussi à du désir de la part des jeunes professeurs. Et vous avez votre part à jouer dans cela. Je profite de le dire, puisqu'il y a Chantal Dardelet et que l'ESSEC est très actif dans les sujets d'éducation prioritaire. Vous avez évidemment bien des choses à faire, vous, si vous avez envie de vous impliquer sur ces sujets. J'ai dit que certains pourraient devenir professeurs, mais il y a aussi tout un tas de choses à faire. Par exemple, quand certains d'entre vous, ça a déjà arrivé, deviennent assistants d'éducation, quand vous faites du tutorat au titre d'une grande école, pourquoi pas moi, ou des initiatives de ce genre. Il y a aussi un enjeu d'implication de la société française dans ces enjeux-là. Ce n'est pas seulement un sujet de stabilité des professeurs, mais c'est aussi pour ça que je parle d'école de la confiance. C'est-à-dire comment est-ce que l'engagement de la société au service de son école, la confiance de la société dans son école, se fait par toute une série d'engagements qui entourent l'école. Et c'est vrai aussi des étudiants des grandes écoles. Alors, pour mettre en place toutes ces réformes et tous ces projets dont nous parlons depuis le début du débat, une de vos méthodes favorites au début, on va dire, c'est l'expérimentation que vous avez essayé lorsque vous étiez recteur de Créteil. On pense aussi, par exemple, aux travaux de Madame Esther Duflo, qui est pressentie pour obtenir le prix Nobel d'économie
Alors ça, je ne sais pas ce qu'ils nous ont mis sur le slideshow. On pense aussi aux travaux de Madame Duflo, donc, qui est pressentie pour obtenir le prix Nobel d'économie, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, en donnant, par exemple, le travail sur la pauvreté. À un village, elle donnait, on va dire, plus des ressources alimentaires. À un autre village, elle va donner plus des ressources et du capital financier et observer les résultats à petite échelle, etc. Pourquoi est-ce que vous croyez autant à l'expérimentation? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et qu'est-ce qui caractérise une expérimentation réussie? Alors d'ailleurs, Esther Duflo, que je vous invite tous à lire si ce n'est pas le cas, est vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant. Elle fait partie du conseil scientifique dont je parlais tout à l'heure, présidé par Stanislas Dehaene, ce qui d'ailleurs montre que différentes disciplines sont présentes, parce qu'elle n'est pas du tout des sciences cognitives. Mais l'intérêt de travaux comme ceux d'Esther Duflo, c'est justement l'expérimentation. Et là, une autre dimension scientifique, c'est-à-dire la randomisation, la comparaison de groupes entre eux, souvent inspirée d'ailleurs de ce qui peut se passer dans d'autres domaines scientifiques, et qui permet de démontrer des avancées. Elle a pu ainsi démontrer beaucoup de choses, dans le sens de ce que vous avez dit. Par exemple, sur l'intérêt ou pas d'ajouter un assistant d'éducation avec un professeur, l'intérêt ou pas de diviser des classes dans certains endroits, l'intérêt ou pas d'avoir des groupes de niveau d'élèves, des choses de ce genre qui sont très concrètes et qu'elle a surtout expérimenté dans des pays du Sud, notamment en Inde et en Afrique, et qui sont extrêmement intéressants pour nous. Donc oui, l'expérimentation, c'est très intéressant, d'abord parce que l'expérimentation, c'est ce qui permet d'avancer de manière plus éclairée et qui permet de faire des choses à petite échelle qui ensuite peut être une grande échelle. Ce point est très important parce que le système français a beaucoup pâti dans les décennies passées d'effets de zigzag liés au fait que quelqu'un arrivait et disait j'ai la solution et hop, du jour au lendemain... Réforme. Comment ? Et hop, réforme. Et voilà. Et donc, par exemple, c'est l'exemple de la méthode globale dans les années 70, dont on s'est remis extrêmement lentement. C'est d'autres exemples d'une série de pratiques pédagogiques. Il est très important d'avancer avec des choses qui ont fait leurs preuves, où on a testé, où on a des résultats. Alors évidemment, c'est parfois un petit peu contradictoire avec les effets d'urgence et d'immédiateté qui caractérisent notre société, puisque l'expérimentation suppose du temps, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette démarche d'expérimentation, elle a commencé à se déployer dans le système français depuis une dizaine d'années, donc on commence à avoir des choses qui nous permettent d'avancer. Donc en termes de réformes qui ont été peut-être trop hâtives, l'une de vos premières mesures consistait à détricoter ce qu'a fait votre prédécesseur, Madame Najat Vallaud-Belkacem, concernant les classes bilingues et les classes de langue rare, de langue ancienne, pardon. Pourquoi est-ce que ces enseignements sont si importants dans votre philosophie de l'éducation ? Alors, je récuse le mot détricoter, et là, pour l'exemple que vous venez de donner, c'est vraiment retricoter, parce que... On joue sur les mots, là. Non, mais on joue sur l'option couture. Il y a quelque chose qui existait, qui a été supprimé et que j'ai rétabli. Donc ça s'appelle retricoter. Ça me paraît très important. Alors, il y avait un sujet philosophique, et d'ailleurs, quand nous sommes vus au moment de la passation, c'est le sujet dont nous avons parlé tous les deux, et à la fin, on était dans un désaccord philosophique. C'est-à-dire que dans ce qui inspirait ce qui avait été fait, c'était l'idée que les classes bilingues, comme elles étaient prises par certains élèves et pas tous à l'intérieur des collèges, créaient une inégalité. Or, il se trouve que des personnes comme moi et bien d'autres, et à la suite de Jack Lang, qui les avait créées au début des années 2000, nous avons beaucoup travaillé pour implanter les classes bilingues, surtout dans des établissements défavorisés, pour être dans cette logique que j'ai déjà un peu exposée, c'est-à-dire créer de l'attractivité pour les établissements défavorisés. Donc, c'est au nom de l'égalité, on détruisait quelque chose qui en réalité crée de la mixité sociale, et en fait, créer de l'égalité était un des instruments même les plus forts pour pouvoir requalifier un établissement défavorisé. Et si vous voulez, pour les langues anciennes, c'est le même sujet, mais qui va encore plus loin, c'est que supprimer le latin et le grec avait deux impacts très négatifs. Le premier, c'est de laisser penser que le latin et le grec, c'est quelque chose qui est finalement réservé à une toute petite élite qui aura les moyens de l'apprendre dans son coin, en quelque sorte. Puis deuxièmement, l'autre effet négatif, c'est que ça affaiblissait le latin et le grec en soi. Or, c'est fondamental. C'est quelque chose qu'on a tendance peut-être à négliger, mais c'est quelque chose de fondamental.
La langue, c'est la vie. Notre langue, la langue française, c'est notre vie. Tout ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, nous le faisons avec la langue française, avec la subtilité de vos questions, la subtilité du raisonnement, les mots qui vous servent, qui sont indispensables. Et si on veut lutter contre les inégalités, ce sera en enrichissant tout le monde en vocabulaire et en capacité de compréhension des choses, de compréhension du monde, dans un monde de plus en plus complexe. Donc le langage, c'est la vie. Or, quel est l'ADN de notre langage ? L'ADN de notre langage, c'est les langues qui l'ont constitué à l'origine, c'est-à-dire le latin et le grec. Donc, le mot le plus faux pour parler du latin et du grec, c'est de dire que c'est des langues mortes. C'est tout le contraire. Elles sont la sève de notre langage, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre les arrière-mondes de notre monde. Donc, et qui plus est, quand on les implante dans des quartiers défavorisés, eh bien, on contribue à un prestige, à une qualification de ces lieux. Et donc, c'est un contresens de les supprimer. Ça a d'ailleurs créé des fuites d'élèves vers le privé. Ça a créé la déqualification d'un certain nombre d'établissements. Et donc, il était urgent de retricoter cela, et c'est ce que j'ai fait. On aimerait aborder un sujet assez structurel dans l'éducation et dans notre système éducatif. C'est le sujet de la carte scolaire, donc qui assigne, on va dire, qui régit l'endroit où l'on va être scolarisé quand on est enfant en fonction du lieu d'habitation. Monsieur Darcos, sous Sarkozy, avait, on va dire, aménagé la carte scolaire pour l'assouplir, on va dire, et de nombreuses études avaient pullulé pour montrer que en fait, les établissements les plus en difficulté en pâtissaient et qu'il y avait des collèges et des collèges, par exemple, qui n'étaient plus du tout plébiscités, qui voyaient leurs effectifs réduits. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce sujet de la carte scolaire ? Comment est-ce que vous pensez qu'on doit appréhender et gérer la carte scolaire ? Et est-ce qu'il y a des choses à faire sur ce sujet ? Elle est très bien actuellement. Comment est-ce que vous voyez la chose ? C'est un sujet que j'ai regardé dans tous les sens, et la conclusion à laquelle je suis arrivé un jour, c'est qu'il ne faut pas attendre de miracle de la carte scolaire. Autrement dit, que ce soit des solutions de droite ou des solutions de gauche, l'usage de la carte scolaire pour la mixité sociale a beaucoup de limites, dans un sens ou dans un autre, soit que vous l'assouplissez, soit que vous la durcissiez. Parce que c'est typiquement le sujet d'effets pervers, c'est-à-dire soit vous l'assouplissez, c'est ce que vous avez décrit, et ce que vous risquez, c'est en effet que certains établissements soient désertés. Alors ça peut être l'effet recherché, c'est-à-dire à la fin même vous fermez l'établissement et d'une certaine façon vous créez une espèce de loi de l'offre et de la demande à l'intérieur du service public. C'est une logique, mais on n'est pas obligé de l'apprécier. Et puis, ou alors, au contraire, vous durcissez la carte scolaire. C'est en général plutôt une politique de gauche, mais elle est assez paradoxale parce qu'elle assigne à résidence les personnes qui sont dans un territoire. Et donc, ce que vous faites en général, c'est que quand vous faites ça, c'est que vous créez de la fuite vers l'enseignement privé. Et c'est un phénomène qu'on a pu observer dans bien des endroits. Donc, il faut trouver des solutions équilibrées entre ces deux approches et des solutions pragmatiques. Donc, je pense qu'il faut quand même un certain choix possible. Ça peut être utile, mais en même temps, la chose vraiment importante, c'est d'arriver à ce que tous les établissements aillent bien et non pas de créer une concurrence entre les établissements. Si on veut que les établissements aillent bien, il faut appliquer une série de politiques qui sont pas les politiques de la carte scolaire, mais qui sont par exemple la politique de donner plus à ceux qui ont besoin de plus. C'est ça la véritable politique sociale. Donc par exemple, créer massivement des dispositifs attractifs comme les classes bilingues, les langues anciennes, le sport, la musique, toute une série de choses qui font envie et qui font que vous allez avoir envie d'aller et puis garantir la sécurité, garantir toute une série de choses, bref, mettre le paquet sur les endroits qui en ont le plus besoin. Et par exemple, dans votre réforme du bac, vous n'incluez pas la musique comme option, comme spécialité ? Si, c'est toujours une option. Vous pouvez choisir la musique en option facultative. Ça va beaucoup être à la main des lycées qui ont des heures pour ça et qui pourront donc décider, pourquoi pas, d'avoir une option jazz, par exemple, si telle est leur envie. Je cite souvent l'exemple d'un collège, le collège de Marcillac, qui est dans la ville où a été créé le festival de jazz, qui a réussi à se requalifier. Là, on n'était pas dans la REP, mais on était en zone rurale. 80 élèves dans les années 70, condamnés à la fermeture à terme. Le principal du collège crée le festival de jazz de Marcillac, qui devient ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un festival réputé mondialement, et il devient le maire du village, enfin de la petite ville. Il crée une section de jazz dans son
collège avec un internat, et aujourd'hui c'est 250 élèves, une dynamique formidable, etc. Ben voilà ce qu'on peut souhaiter dans beaucoup d'établissements. Et vous le savez, j'ai voulu mettre l'accent. Je vais commenter le dessin quand même. Là, je vais mettre. On a beaucoup mis l'accent sur la musique avec Françoise Nyssen. C'est le sens de la rentrée en musique. Le 21 juin prochain, la fête de la musique sera présente dans les établissements. Et j'attache une importance première à la musique, avec les autres arts et d'autres dimensions de la culture, mais la musique en premier, parce que je pense que la présence quotidienne de la musique dans l'école et dans les collèges et les lycées peut changer énormément de choses. Alors je commente quand même le dessin, parce que c'est un surnom qui me colle un peu à la peau, mais si vous prenez chacun des... D'abord, je récuse ce terme parce que ma manière de définir ce que j'ai fait jusqu'à présent, je récuse aussi le visage. C'est très numérique. Je ne ressemble pas à ça. Mais en tout cas, si vous regardez ce que j'ai fait, au contraire, je cherche sans arrêt à garder ce qui marche et changer ce qui ne marche pas. Et précisément, j'espère que c'est ce qui peut distinguer ce que je fais par rapport à des choses qui ont pu se passer dans le passé, c'est qu'il n'y a pas des effets de zigzag absolus. Il y a, je l'espère, du discernement dans les choses. Si vous prenez la diminution du latin grec annulée, la réforme du collège annulée, en réalité, c'est ce que je vous disais, ou suppression des classes bilingues annulées. Quand vous faites CTRL-Z sur CTRL-Z, vous rétablissez une annulation que vous avez faite par erreur sur un ordinateur. Sur 3 des 5 choses, c'est ça. Sur la réforme des rythmes, c'est le choix laissé aux communautés éducatives. Donc là, c'est justement ceux qui sont contents avec ce qu'ils ont gardent 4,5, ceux qui ne sont pas contents passent à 4. Donc c'est pas du tout du CTRL-Z, c'est dire soyons au plus près de ce que le terrain souhaite. Et les enseignements interdisciplinaires, c'est la même chose. L'interdisciplinarité, c'est très important, c'est très intéressant, j'ai toujours été pour, mais ça ne peut pas être imposé de manière verticale. Et donc, ce qu'on appelle les EPI ne sont pas annulés, ils existent toujours dans les collèges, mais dès lors que le collège en a envie, dès lors que ça a été adopté, dès lors que ça correspond à un choix du collège. Et vous avez encore, au brevet des collèges, l'enseignement interdisciplinaire est évalué. Donc, en opposition au CTRL-Z, parlons du futur. On peut se servir des robots et du numérique pour mieux apprendre, mais cette révolution implique une remise en question des enseignements nécessaires aux citoyens de demain. Luc Ferry, notamment, qui était ministre de l'Éducation, a affirmé lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle donc en décembre dernier, qu'il faut que nos enfants aillent là où les robots n'iront pas. Le rôle de l'éducation serait donc de favoriser l'innovation chez les élèves, un sujet où les robots sont complètement impuissants. Est-ce que c'est votre vision ? Oui, en bonne partie. C'est un petit peu ce que je cherchais à dire tout à l'heure lorsque je parlais du couple homme-machine. Il y a toujours cet exemple qui, je crois, est très valable, c'est que Deep Blue a battu Kasparov il y a maintenant une vingtaine d'années. Très récemment, l'ordinateur a battu le meilleur joueur de jeu de Go mondial. Néanmoins, lorsqu'ensuite vous mettez la machine et le joueur d'échecs ensemble contre une machine, c'est ce couple qui gagne. Donc c'est non seulement un enjeu de former tout le monde dans des domaines où la machine ne va pas, donc on peut penser au domaine artistique et dans les domaines créatifs, même si c'est un raisonnement qui peut avoir certaines limites, parce que la machine maintenant peut aller assez loin, y compris dans des sujets très, très, très créatifs. Mais en tout cas, c'est non seulement cette dimension-là qu'on apprend beaucoup ici, c'est-à-dire la créativité, l'originalité, la capacité justement à ne pas avoir des raisonnements purement mécaniques, mais des raisonnements qui savent problématiser. Toute cette dimension-là est importante, la capacité à entraîner des équipes, la capacité à créer de l'intelligence collective. Toutes ces compétences-là vont être essentielles pour tout le monde. Mais en plus, il y a le duo homme-machine. Savoir se servir de la machine, savoir être complémentaire de la machine, ne pas la voir comme un adversaire, mais la voir comme un partenaire. Merci, Monsieur le Ministre. Donc le débat touche à sa fin. Nous allons maintenant passer aux questions du public, mais avant toute chose, la question de notre partenaire qui sera posée par un journaliste de la Tribune, donc, et qu'on vous laisse écouter. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre.
Voilà la question de la tribune partenaire des Mardis de l'ESSEC. Comme vous le savez, les frontières de l'éducation évoluent. On parle de formation tout au long de la vie pour préparer à exercer des métiers dont certains n'existent pas encore. Le gouvernement, dans lequel vous participez, a engagé une série de réformes en ce sens, allant de l'école obligatoire des 3 ans jusqu'à la réforme du bac, sans oublier Parcoursup, qui va permettre une forme de sélection, ou plutôt, selon vos propres mots, une orientation réussie, nuance. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et faire le lien entre l'éducation et la formation professionnelle, elle-même en pleine refonte, et faire donc du ministère de l'Éducation nationale celui de l'éducation tout au long de la vie, avec Jean-Michel Blanquer, ministre à vie, bien sûr. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est à vous, monsieur. Oui, alors, bien sûr, j'adhère totalement. Je ne pense pas être aussi pertinent que vous pour répondre à cette question. J'adhère totalement à cette vision du monde. Mais c'est très important dans tous nos raisonnements d'inclure le fait que nous sommes désormais dans un monde de la formation tout au long de la vie. En réalité, ça a toujours été un peu vrai. Toute personne progresse en se formant tout au long de sa vie, en lisant des livres, en fréquentant des cours, etc. Mais désormais, c'est quelque chose de totalement systématique, c'est quelque chose d'impératif même, et c'est une bonne chose. Donc, effectivement, ça a un impact sur les institutions d'enseignement, comme ici, qui est depuis un certain nombre d'années devenue une maison qui fait de la formation continue, qui a intégré cela. Mais c'est vrai aussi du ministère de l'Éducation nationale. C'est pour cela que je travaille ici étroitement avec le ministère de l'Enseignement supérieur, bien entendu, mais aussi le ministère du Travail, parce que nous avons à converger au service de ces logiques-là. Je vous donnerai un exemple. Il y a 3 semaines, j'étais en Charente-Maritime. Je visitais notamment des lycées professionnels, dont un dans la construction nautique. Eh bien, je suis tombé, à ma grande joie, sur quelque chose que je prône à une grande échelle, c'est-à-dire vous aviez là 4 personnes, qui étaient 4 chômeurs d'une quarantaine d'années, qui étaient formés par l'un des professeurs du lycée professionnel sur une période assez courte, 3 ou 4 mois. Et ce professeur était en train de les amener tout simplement à l'emploi, parce qu'à quelques kilomètres de là, les chantiers nautiques embauchent énormément sur des compétences assez pointues qu'il était en train de leur apprendre. Au passage, ceci crée de la mixité des publics. C'est très positif pour un élève de 17 ans de côtoyer une personne de 40 ans qui lui explique pourquoi c'est drôlement motivant d'être là et à quoi ça peut correspondre. Donc tout cela va dans le bon sens. Oui, il faut avoir une vision en formation tout au long de la vie, et ça doit mener à des convergences de certaines structures. C'est le cas avec l'idée de campus professionnel dans le futur, parce que vous pouvez très bien imaginer que dans le futur, par exemple, vous ayez un campus professionnel qui se développe à quelques centaines de mètres d'ici. Il y a le maire de Cergy dans la salle, donc, et puis le conseil départemental, et puis toute une série d'acteurs très importants, sans parler du directeur de l'ESSEC, qui est totalement mobilisé sur ce genre de choses. Sur Paris-Seine, par exemple. Comment ? Dans le style Paris-Seine. Oui, voilà, ce genre. Et vous pouvez tout à fait avoir de l'enseignement professionnel articulé à des grands enjeux technologiques qui permettent de tirer tout le monde vers le haut et d'avoir des acteurs de la formation tout au long de la vie, avec des acteurs de la formation initiale, le tout en partenariat avec les grandes entreprises qui ont besoin de personnes de niveau bac, de niveau bac plus 2, bac plus 3, master, etc. Donc cette diversité des compétences peut se voir dans un lieu unique avec des institutions différentes. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre les questions du public. Pour ce faire, je vous demanderai de vous lever, de vous présenter et de poser une question claire et concise. Qui veut se lancer, du coup ? Hakim ? Bonsoir, Monsieur Blanquer. Merci pour cette conférence. En fait, j'aurais une question qui n'a pas été abordée ce soir, qui est à propos de l'écriture inclusive. Donc, on a beaucoup parlé et vous avez eu une position très ferme concernant l'écriture inclusive. Donc, c'était un non. Vous aviez dit une formule du style une seule langue, une seule grammaire. Mais, Monsieur Blanquer, la langue, elle évolue avec la société. Et aujourd'hui, il y a une tentative de libération de cette langue, de révolution, de sortir de cette langue qui est plutôt masculine pour avoir une langue plus égalitaire. Et vous aviez l'occasion, non pas d'instaurer l'écriture inclusive, qui n'est même pas encore codifiée totalement, mais d'ouvrir le débat à propos de l'écriture inclusive. Ma question, c'est pourquoi avoir refusé ce débat ?
Alors, je ne le refuse pas, et d'ailleurs, je vais même le mener maintenant. D'abord, le mot écriture inclusive est polysémique. On peut mettre différentes choses derrière le mot écriture inclusive. Si on parle, par exemple, de la féminisation des métiers, par exemple, enfin, de certains noms de métiers, non seulement je ne suis pas contre, mais je suis pour. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Si on s'interroge en permanence sur des enjeux de féminisation de la langue, et dans la mesure où c'est une interrogation, un débat vivant, je suis très pour. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'Académie française, et l'Académie française est assez d'accord avec cela. Donc, il ne faut certainement pas caricaturer ma position de ce point de vue-là, c'est-à-dire que oui, la langue est vivante, et oui, on doit discuter des enjeux du masculin et du féminin dans la langue. Mais ce qui est extrêmement dangereux, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est de considérer la langue comme une sorte d'outil politique ou idéologique. C'est une logique qui peut être potentiellement totalitaire. Il faut être très attentif à ça. La langue, elle est vivante, vous avez évidemment 1000 fois raison. Elle a une trajectoire, elle a une histoire, elle a une composante, elle a des règles. Si vous ne voulez pas arriver à des choses soit absurdes, soit même contre-productives, vous devez manipuler ces sujets avec beaucoup, beaucoup d'attention. Moi, ce que j'ai à vivre et à traiter en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est plus de 20% des élèves qui sortent de l'école primaire sans savoir lire, écrire, compter. Ce handicap dans la vie va être accentué si on se met à ajouter des complexités inutiles et inesthétiques à la langue. Donc ce contre quoi je me suis battu, c'est le point à l'intérieur des phrases, c'est le e.e.s, qu'on est tout à fait libre d'utiliser dans des tracts que l'on fait, dans des documents que l'on fait. J'observe par exemple que tel ou tel journal qui m'attaque sur ces questions n'écrit pas en écriture inclusive. Je pense qu'il aurait trop peur de perdre des lecteurs. Et donc, de ce point de vue-là, je demande à d'autres, aux adultes, de montrer l'exemple, alors même qu'ils voudraient imposer des choses aux enfants. Quand je suis arrivé, le ministère de l'Éducation nationale avait conclu peu de temps avant moi, et là j'assume totalement d'être contrôle Z sur ce sujet, avait assumé que tous les documents qui sortaient du ministère devaient être en écriture inclusive. Aujourd'hui, les circulaires, les documents officiels, les documents pédagogiques sortant du ministère auraient été en e.e.s à chaque coin de phrase. Je ne vais même pas entrer dans le débat esthétique sur cette question que je ne suis pas sûr de perdre. Mais même du point de vue de la façon de transmettre le langage aux enfants, c'est en quelque sorte, pour le coup, une démarche un peu totalitaire. C'est-à-dire qu'on se met à... Parce qu'on a une vision qu'on se présente soi-même comme progressiste d'un sujet, ce qui se discute énormément, on voudrait imposer cela en quelque sorte via la langue aux enfants. C'est une démarche qu'on ne saurait accepter, qui est une démarche qui met en risque la langue et qui met en risque en plus la capacité de tout simplement de l'acquérir et de la consolider chez les enfants. Après, on peut être libre d'écrire comme on veut. Ce contre quoi je me suis insurgé à l'Assemblée nationale, et vous faites référence à ça, et tout le monde, si on veut approfondir, on peut regarder cette vidéo qui est courte. Ce contre quoi je me suis insurgé, c'était une initiative qu'il y avait à ce moment-là, et à laquelle j'ai essayé de couper court, qui étaient des professeurs qui avaient signé une pétition pour dire qu'ils enseigneraient la grammaire, une grammaire de leur fait, en quelque sorte, aux enfants. Et bien entendu que c'était mon rôle de dire il n'y a qu'une seule grammaire, que c'est pas... Là, c'est la limite de l'autonomie, évidemment. L'autonomie, c'est pas de dire à chaque professeur, vous enseignerez la grammaire. Vous pourrez dire que le mot Gramvrumpf existe aussi. Vous enseignerez votre vocabulaire. Vous enseignerez votre histoire, votre géographie. C'est évidemment une limite qu'on ne saurait franchir si on veut réellement le bien des élèves et vraiment l'égalité entre les élèves. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. Si on fait ça, ceux qu'on va fragiliser, c'est ceux qui sont déjà le plus fragiles socialement, on peut en être certain. Donc j'assume parfois d'apparaître comme n'étant pas moderniste. Bon, je pense l'être. Je l'assume parce que je pense que parfois derrière les bonnes intentions, et bien entendu, je me considère comme féministe. J'ai cofondé un mouvement féministe il y a quelques années, quand j'étais directeur d'ESSEC, qui s'appelle Jamais sans elle. Je suis très dédié à cette question de l'égalité homme-femme. Je ne pense pas que ça passe par le e.e.s dans chacune de nos phrases. Je pense vraiment pas ça. Et je pense même que c'est pire que ça. Ça dessert la cause.
Parce que si, à une époque où on a des petites filles qui ne vont pas à l'école, où des femmes se font imposer des choses infâmes dans le monde entier, concentrer le débat féministe sur E.E.S me paraît pas être la meilleure des polémiques, le meilleur des débats. Et pour terminer, quand j'ai dit une seule langue, une seule grammaire, un seul pays, c'est parce que le français est constitutionnellement la langue de la République, et parce qu'encore une fois, on ne saurait avoir plusieurs grammaires. Mais c'est totalement compatible, et j'ai été amené à le dire d'ailleurs dans des débats parlementaires auxquels on a fait allusion, j'ai été amené à dire que ça peut tout à fait aller de pair avec la reconnaissance des langues régionales, avec le fait que la langue est vivante et évolue, et ainsi de suite. Simplement, nous n'avons pas à chercher à modifier la langue de force au nom d'une cause qu'on risque en réalité de desservir. Voilà les raisons de ce que j'ai fait. Merci. Une autre question, oui. Je ne sais pas où... Il y en a une là. Monsieur le ministre, bonsoir. Lynn Vissauveil, une jeune étudiante de l'ESSEC, puisque j'ai eu la chance de sortir de cette belle école il y a 30 ans cette année. J'ai deux questions pour vous, une technique rapide et une plus de fond. La technique rapide, c'est vous êtes au lycée, dans un lycée hors contrat aujourd'hui. Est-ce qu'avec la réforme du bac, un élève qui est dans un lycée hors contrat aura un bac reconnu par l'Éducation nationale? Première question. Deuxième question, plus de fond, qui touche à l'orientation. Vous en avez parlé un peu. On est dans un pays où les élèves doivent finalement se déterminer très tôt sur leur avenir professionnel, contrairement au monde anglo-saxon, par exemple, en ayant eu, somme toute, très peu d'interaction avec le monde du travail. Moi, je me souviens qu'à l'ESSEC, y compris des camarades qui sortaient de l'ESSEC ne savaient pas encore ce qu'ils allaient faire dans la vie et mettaient des années à se déterminer. Qu'est-ce que vous souhaitez réformer pour qu'on permette aux jeunes, non seulement d'avoir accès à l'information, mais surtout de comprendre très jeunes ce qu'ils aiment et ce dans quoi ils vont réussir, et qu'ils ne prennent pas des orientations professionnelles trop tôt par rapport à la découverte du monde du travail? Merci à vous. Alors, sur le premier point, c'est une question juste, c'est comme le sujet des candidats libres au baccalauréat. C'est un sujet qui, bien entendu, va avoir sa solution, mais pour lequel on va discuter avec un certain nombre de partenaires avant d'apporter une solution. Mais bien entendu, il y aura une solution. Simplement, ce sera une solution qui garantisse la qualité du contrôle continu pour ceux qui ne sont pas, disons, dans les écoles sous contrat ou dans les écoles publiques. Ensuite, sur la deuxième question, c'est évidemment un ensemble d'évolutions qui doivent avoir lieu. Il y a d'abord l'approfondissement de tout ce qui est expérience de relation avec les entreprises pour les élèves. Donc, il y a un certain succès du stage des élèves de 3e depuis un certain nombre d'années. On doit s'inspirer, succès relatif, hein, avec un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'accès au stage est très inégalitaire aujourd'hui, et c'est une chose sur laquelle on doit travailler. D'ailleurs, sujet sur lequel beaucoup d'entre vous pouvaient être des acteurs positifs dans les temps à venir. Cette fréquentation du monde du travail par les professeurs et par les élèves est quelque chose qui va s'accentuer dans les temps à venir, notamment en partenariat avec les régions, puisqu'en ce moment même, nous sommes en train de donner plus de compétences aux régions pour être acteurs de cela. Donc c'est un point fondamental. Ensuite, dans la réforme du baccalauréat et dans la réforme du lycée, nous accordons beaucoup plus... Nous prévoyons de consacrer beaucoup plus d'heures, 54 heures par an, pour que les élèves puissent avoir du temps d'orientation et donc du temps aussi de connaissance des métiers. Enfin, ce système est le système qui se déduit de la réforme du lycée est un système qui permet beaucoup plus les essais et les erreurs. Par exemple, vous pouvez changer de discipline de spécialité entre la première et la terminale, et vous pouvez le faire à la lumière d'expériences que vous aurez eues en seconde et en première, dont certaines pourront peut-être être des expériences de stage. Donc il y a une philosophie qui est une philosophie permettant, d'avoir un socle plus large de connaissances, être capable aussi d'approfondir davantage chaque discipline, et enfin, troisièmement, d'avoir du plus grand temps consacré à l'orientation. Et bien entendu, ça ne va pas être la solution miracle au fait que quand on a 18 ans aujourd'hui, on n'a pas nécessairement une idée précise de ce qu'on veut faire dans la vie, et c'est pas grave, mais simplement on met l'élève en situation de voir des choses et aussi en situation de pouvoir faire des essais et des erreurs, d'avoir plus de liberté de choix et donc de ménager l'avenir pour progressivement faire son choix de métier. On va prendre une dernière question. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent, mais malheureusement,
Il y aura une question et une seule, s'il vous plaît. Je ne sais pas si quelqu'un a le micro. Bonsoir Monsieur le Ministre, Henri, étudiant en première année à l'ESSEC. Parcoursup fait actuellement polémique sur les réseaux parce qu'on demande à des jeunes de 17 ans, pas tous de mêmes milieux sociaux, d'avoir déjà eu des expériences professionnelles, des voyages à l'étranger ou encore des activités extrascolaires. Est-ce que ces critères sont vraiment des critères de sélection ou est-ce que ça sert à autre chose ? Non, il ne faut pas que ce soit des critères de sélection et ce n'est pas le but recherché. Encore une fois, il faut voir d'où on vient et où on va. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé, on vient de ce système de tirage au sort qui était allé vers l'absurde et on veut un système où ce soit pour des bonnes raisons qu'on va s'orienter quelque part. Parcoursup a instauré le fait qu'il y ait des attendus. Ces attendus, ce sont des attendus en termes de compétences et entendus au sens large, mais certainement pas des attendus en termes d'expérience. Parce qu'on ne peut pas attendre de la part des élèves qu'ils aient vécu des expériences extrêmement variées et riches à cet âge-là. Et c'est exact de dire que certaines de ces expériences peuvent dépendre du milieu social dont on provient. Donc nous avons dit des choses très claires sur cette question. Et vous avez plusieurs arguments contre Parcoursup de ce type. On dit aussi que des entreprises spécialisées maintenant font payer pour se préparer à Parcoursup. Mais en réalité, à chaque fois que vous faites des réformes de ce type, vous avez toujours soit des effets pervers, soit des acteurs qui viennent en quelque sorte interférer avec cela. Ça ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons remis de l'humain dans ce qui va conditionner l'arrivée dans l'enseignement supérieur, l'orientation dans l'enseignement supérieur. Et par exemple, quelque chose qui est très important dans ce qui s'est passé, qui est tout simple, mais qui est très important, c'est la nomination d'un deuxième professeur principal dans chaque classe de terminale. Parce que là, au service de tous, et notamment de ceux qui n'ont pas d'autres ressources dans la vie pour s'orienter, eh bien, vous avez une personne qui les a aidés à faire leur choix sur Parcoursup. Cette aide-là, telle qu'on a conçu Parcoursup, elle est suffisante. Et je dirais même plus, les universités, les établissements d'enseignement supérieur sont invités à considérer le fait que des élèves ont fait des efforts particuliers. Et je pense que dans les politiques d'ouverture sociale des établissements, cela va compter. Donc c'est un sujet dont on reparlera dans les mois à venir lorsqu'on fera les premiers bilans. Mais je suis assez optimiste sur le fait que nous allons aboutir à plus d'équité et surtout plus de réussite de tous dans ce système tel qu'il est en train de se concevoir. Je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un progrès par rapport au système précédent. Et bien entendu, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on n'arrive jamais tout de suite au système parfait, parfaitement équitable. Ça, je vous l'accorde bien volontiers. Mais ce n'est pas au nom de ces imperfections qu'on doit contester le progrès qui a été réalisé. Monsieur le ministre, merci pour ce débat. Merci également au public pour sa présence. On a été très heureux de vous accueillir et on vous attend tous très bientôt pour un nouveau débat dès mardi. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à vous.